toute une tralée de belles têtes autour de la table cette semaine. Je salue d'abord nos chroniqueurs réguliers, Godefroy Larando et Anan Faradji. Bonjour. Bonjour. On retrouve également Manal Drissi, Allô? Barbara Judith Caron Allô? également. Hey, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. C'est vrai. Après des semaines de silence. On va découvrir deux nouvelles voix cette semaine, Inès Talby et Nabi Alexandre Chartier. Bonjour. Bonjour, Fred. Cette balado ne cesse d'innover. Nous repoussons les limites de la balado avec plein de monde autour de la table. Et je salue également notre invité de la semaine, l'essayiste Mathieu Bellil. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être là. Merci de C'est un l'invitation. peu à la dernière minute. Hein. On a fait ça, mais c'est ça. Toujours prêt. C'est un terrain de jeu. C'est comme de la radio de brousse. Alors voilà, je pense qu'on est prêt à y aller pour ce 12e épisode de la balado de Fred Savard! Oh, grosse asti de semaine d'actualité. Excusez-moi, j'ai dit un petit asti, c'est que j'ai écouté des balados québécois cette semaine et ça sacrait beaucoup. J'ai remarqué ça, puis là, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut pour que ça fonctionne. Non, c'est des blagues. Mais grosse semaine d'actualité. Et là, évidemment, je pense qu'il faut absolument souligner l'annonce de la démission de Luc Ferrandez. Je sais, il n'était que maire d'arrondissement à Montréal, mais je pense qu'il y a une portée beaucoup plus large que Montréal. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs à l'extérieur de Montréal. Cette balado sort en région. Et je sais que Luc Ferrandez, c'est un personnage qui polarise énormément partout au Québec. Les gens le détestent tellement que même à Rimouski, les gens ont une opinion sur le déneigement du plateau Mont-Royal. C'est extraordinaire. Moi, je l'avoue, j'ai toujours beaucoup aimé Luc Ferrandez. Je l'ai croisé plusieurs fois dans mes anciennes incarnations dans d'autres médias, à Radio-Canada, entre autres. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Grande prestance, une réflexion également sur ce que doit être une ville. Oui, c'est vrai qu'il était très abrasif, mais en même temps, il faisait quelque chose de révolutionnaire que peu de politiciens font. Et je pense que c'est ça qui mettait les gens en tabarouette, c'est qu'il appliquait le programme pour lequel il était élu. Et ça, on a de la misère avec ça. Les politiciens et politiciennes ne font plus ça. Et lui, il faisait ça. Et les habitants du plateau l'élisaient et ils étaient contents de voir que son programme était appliqué. Et je pense que ça choque les gens. Et j'avoue être assez... Et j'avoue, là, je le sais, je ne vais pas créer l'unanimité, j'avoue être assez d'accord avec lui que l'urgence climatique ne peut pas se subordonner à d'autres considérations et qu'il va falloir accepter de sortir de notre zone de confort. Il l'a dit en entrevue. Lui, il n'accepte pas que l'urgence climatique ne soit pas plus présente dans les politiques à Montréal, entre autres. Et cette zone de confort va devoir nous obliger éventuellement à mettre au pouvoir un leader autoritaire progressiste. Ça, il l'a dit. Je sais que ça fait tiquer les gens, mais j'avoue que je suis assez d'accord aussi avec ça. Regardez Donald Trump. Au début, les gens étaient très inquiets. On disait, mon Dieu, c'est un fou, il va détruire la planète! Mais à force de relayer ses tweets, de l'analyser. Il est devenu une espèce de personnage un peu rigolo. Et là, ces analystes aussi nous disent que ces électeurs ne sont pas tous des imbéciles. C'est pas noir et blanc. Alors, je pense que Luc Ferrandez nous force à imaginer un Donald Trump de gauche. Et ça pourrait être plutôt sympathique, moi, je trouve. Un Trump de gauche qui enverrait des tweets le matin pour dire que Monsanto, c'est craqué mental d'assassins. Ça serait le fun. Un leader de gauche qui ferait ça. Que les traités de libre-échange négociés derrière des portes closes et qui n'avantagent que les corporations au détriment des États, ça doit être annulé. Il pourrait tweeter ça nous ferait du bien, me semble. Il pourrait tweeter à l'endroit des masculinistes « Let's grab them by the crotch ». Ça pourrait être fun, ça. Ça ferait changement. Ou que son conjoint, parce qu'évidemment, ça serait un leader de gauche gay, serait un jeune Slovène émacié de 28 ans. Moi, je pense que ça serait un beau vent de fraîcheur. Fait qu'en gros, on veut Éric Duhem, mais qui dit le contraire de ce qu'il pense. Ah mon Dieu, j'avais pas réalisé ça, maman, vous avez raison. J'avais pas réalisé ça. Cela dit, le message de Luc Ferrandez sur l'urgence climatique résonne dans toutes les régions du Québec, et ça, je le sais. Pensons à Rouyn-Noranda et la fonderie Horn, où on apprenait que l'exposition à l'arsenic sous les ongles des enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda est 4 fois plus élevée que les normes. On apprenait même que la fonderie a obtenu un droit acquis pour émettre 67 fois plus d'arsenic que les normes gouvernementales. Je sais que ça révolte les gens, mais moi, je préfère le voir comme une façon pour la fonderie Horn de faire sa part pour l'environnement, répandre de l'arsenic. C'est en quelque sorte une politique de dénatalité, si chère aux écologistes de gauche, moins d'humains, plus d'arsenic et des redevances qu'on versera aux animaux éventuellement. Ce seront les seuls qui seront encore debout sur cette belle planète. Vous avez passé une belle semaine, Barbara Judith Caron? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On est très contents. Ben oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ben, je sais pas. Essentiellement, je pense que j'ai un petit peu... Là, je veux pas voler de punch à personne, là, mais j'ai un petit peu pleuré sur tout ce qui se passait en Alabama. Oui, non, oui, ouais, tout à fait. On va en parler, parlera. un petit peu plus tard, mais on va en parler beaucoup la semaine prochaine. Non, je comprends. Ouais. Vous savez, j'ai pensé à vous cette semaine, Barbara, avec 3 actualités qui concernent des fleurons de l'économie québécoise. Ah ben. D'abord, c'est votre département ici, l'économie. D'abord, ces allégations de corruption qui planent sur Bombardier. Bombardier, à nous! Ils vont pas nous détruire ça!
Il paraît qu'il y aurait de la corruption, peut-être, chez Bombardier, sur un contrat de 340 millions de dollars en Azerbaïdjan. C'est la Banque mondiale qui les a dévoilés. Alors, on prend ça avec un grain de sel. Hein. La Banque mondiale, ce repère de gauchistes. On apprenait aussi, via la presse canadienne, que SNC-Lavalin aurait averti les procureurs fédéraux que si elle n'obtenait pas d'entente avec le gouvernement pour éviter des poursuites, elle pourrait se scinder en deux, déménager ses bureaux aux États-Unis et démanteler une partie de ses activités canadiennes et ne garder que sa division corruption au Québec. C'est une petite division, mais qui fonctionne très bien. Alors, moins d'emplois de qualité, mais bon. Et là, on apprenait finalement qu'Air Transat allait peut-être être vendu à Air Canada, un autre fleuron québécois. Moi, je suis tellement fier de prendre Air Transat. Là, ça me rend fier d'être québécois, aller dans le sud avec Air Transat. Alors, un autre fleuron qui passe à des mains étrangères, Air Canada. Déjà qu'on était tassés comme des sardines dans les vols d'Air Canada, on va maintenant être tassés comme des sardines dans une autre langue, possiblement. Et moi, ça m'attriste beaucoup. Manal Drissi, on est très content de vous revoir. Ça faisait très longtemps. Merci. On a eu des petits problèmes d'horaire. Hein? Vous deviez être là plus tôt. Oui. Vous êtes très occupé aussi. Il paraît que vous êtes comme le renouveau de la chronique de gauche au Québec. Ah, peut-être, je sais pas. Mais pas cette semaine. Moi, j'ai pris ça relax cette semaine. Ah, ben c'est bien ça. Où vous allez nous amener là, cette semaine dans vos voyages? C'est ça, dans l'actualité internationale. Je Oui. vous emmène au Soudan. Ah! Ben oui, Oui, le ça mois va. dernier au Soudan, il y a eu une Oui. chute de pouvoir. Ils ont célébré la 5e chute de pouvoir, donc le 5e coup d'État depuis l'indépendance, qui est quand oui. même pas pire. Hein. C'est incroyable. On dirait que la politique canadienne, c'est comme plate à côté. Ben, ça peut être le fun. Des fois, on a une politique plate. Ouais. Ben, on est très hâte de vous entendre. Godefroy Lorando, bonjour. Salut! Vous avez passé une belle semaine? Ben, j'ai passé une belle semaine. Oui, tout à fait. Je suis venu en transport actif aujourd'hui. Ah oui? Oui, j'ai mis mon casque de vélo et j'ai pédalé, donc je suis un homme fringant. Ah là là! Vous savez que j'ai pensé à vous aussi cette semaine quand j'ai appris que l'entreprise GNL Québec, vous savez, vous en avez parlé, l'entreprise GNL Québec a demandé à des lobbyistes d'aller commander un soutien financier auprès du gouvernement pour son projet Énergie Saguenay. Vous en parlez. Vous étiez très enthousiaste avec ce projet-là. Moi, je suis toujours content de voir des compagnies comme les minières et les gazières nous donner des exemples inspirants d'entrepreneuriat, à se retrousser les manches, se cracher dans les mains et aller têter des subventions pour détruire le Québec. Et ça, c'est un peu de votre faute, Godefroy. Votre enthousiasme a été communicatif, je pense. Écoute, Fred, là, je vous sens encore une fois de mauvaise foi. De ma faute, vous sous-entendez quoi? Que j'ai dit quoi la semaine passée? Vous disiez que c'est un beau projet. Je vous invite... Je résume, là, mais C'est vous ça. dites pas mal ça. Alors, vous dites que c'est une émission de contenu, Fred. Je vous invite à réécouter ma chronique de la semaine passée. Ah, mon Dieu. On voulait juste clarifier, en fait. Non, je suis pas de bonne humeur, Fred. Je suis pas ici pour rire, moi. Pas du tout. Ça, j'aime ça. Bon, moi, j'avais exploré, en fait, simplement l'affirmation qui disait que est-ce que c'était positif ou non sur le plan des gaz à effet de serre Oui. de remplacer du charbon qui serait Vous éventuellement... étiez dans brûlé. les faits. Et j'essayais, sans, Ouais. évidemment, je ne suis pas ni pour ni contre un projet comme celui-là. Par Ouais. contre, je peux vous éclairer encore une fois de mes lumières. Il y a un Allez-y. projet équivalent dans l'Ouest canadien. Ah oui! Et en fait, le Canada a décidé, la BC, en fait, la Colombie-Britannique a choisi de soutenir le projet. Ouais. Et est-ce qu'on peut vraiment blâmer une compagnie d'essayer de ramasser des sacs d'argent qui traînent à terre? Non. Hein? On peut pas. C'est un peu la raison Ah. d'être. Et voilà. Je Et le en sais fait, bien. Mais on sauf leur que a- ça nous fâche quand même On en leur tant a posé que la citoyen. question, le devoir leur a posé la question. Est-ce que la subvention est vraiment nécessaire? Et la réponse, c'est GNL Québec évalue et fait des démarches afin d'identifier la pertinence des sources de fonds de développement économique en fonction des programmes existants. Ah ouais. Donc, ils ne répondent pas à la question. Non. Est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas. Mais s'il y a de l'argent à terre, on va le prendre. Ah oui. Est-ce qu'on peut les blâmer? Non. Non. Mais est-ce que ça a du sens de financer ça comme province? Je ne pense Ça, pas. c'est toute qu'une question. Je ne pense pas, mais Mais on va... faites-moi pas dire des choses Non, que j'ai pas d'accord. dit. Faites Je suis attention. désolé. Mathieu Bellin, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être là. La démission des Plaisir. Ferrandaises, ça rime bien avec le thème de votre essai qui est paru. Vous savez, ici, on n'est pas dans la nouveauté. On n'est pas dans la tyrannie de la nouveauté, de absolument recevoir des gens qui viennent de publier des livres. Il y a d'autres émissions qui le font pour ça. Ça, c'est un essai qui est paru en 2017. Ouais, ça fait 1 an et demi à peu près. Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Mais de toute façon, on vous invite pas juste pour ça, parce qu'on va parler également d'un texte que vous avez commis Oui. dans la revue L'Inconvénient. Hélène Choquette en a parlé de ce texte-là. Hélène Faradji, vous en avez parlé aussi. Fait que je trouvais ça intéressant oui. de venir, que vous veniez nous en parler, parce qu'on aime ça ici à la balado, d'avoir des auteurs. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup les essais. Puis je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, des essais au Québec. Alors, merci beaucoup d'être là. On va en parler un petit peu plus tard. Hélène Faradji, Oui, vous avez bonjour. confié sur Facebook cette semaine que vous ne vouliez pas qu'on vous demande pourquoi vous n'êtes pas à Cannes. Alors, je me pose la question, pourquoi vous n'êtes pas à Cannes? Hélène? Laissez-moi donc tranquille. Hein? Ça J'y aurait suis été bien que pas. vous seriez à Cannes. Vous auriez Ben pu oui, ça poser aurait un été- second regard. Je- Oui, ça aurait été très bien parce que j'aurais pu vous parler des festivals en direct de là-bas. Oui. Mais toute ma frustration, je l'ai mise dans ma Ah. chronique, donc ça va très très bien aller. Parce que oui, vous le savez, c'était l'ouverture du 72e édition du festival de À Cannes. 72, ça te passe vite déjà. Et 72. quand même.
Mais ça marque surtout l'ouverture du Festival de Cannes, le top départ de la grande saison des festivals, tous arts confondus. Ça, c'est votre Super Bowl, un petit peu. Un Hein? petit peu, mais... C'est gossant, les gens qui disent ça. Hein? C'est très Genre, gossant. les Oscars, c'est votre Super Bowl. Comme si la vie se résumait à Des un grands Super Bowl. événements. Ouais, Mais voilà. non, la culture, c'est tous les jours, tout le temps. Ça, c'est vrai. On en peut en manger tous les jours si on veut. Mais c'est vrai que l'été, c'est la grande période des festivals. À l'international, au Québec aussi, on a une enfilade de festivals en tout genre qui vont nous occuper jusqu'à la rentrée à peu près. Bon, vous connaissez les plus gros, hein, le jazz, Juste pour rire, les Franco, le plus zombie d'entre tous, le FFM. Peut-être va-t-il revenir, le Festival des films du monde. Ah, ben oui, mon Dieu, de M. Lozic. De Monsieur Lozic. Oui. On ne sait toujours pas s'il y aura une édition en 2019. C'est la surprise qu'on va découvrir dans les prochains mois. Puis il y en a aussi pour tous les goûts. Je suis allée faire une petite recherche pour m'amuser sur Google. On a les arts à Saint-Sauveur, le country à Labrec, la gourgane à Albanel, Oui. les bières à Laval, la truite mouchetée à Saint-Alexis-des-Monts. Ah. Ça, j'aimerais bien y aller un jour. S'ils veulent nous inviter, peut-être. Oui, peut-être. Hein, on aimerait ça y aller. Oui. Bon, bref, où que vous soyez au Québec à partir de juin, à peu près impossible que vous ne tombiez pas sur un festival ou un autre. D'ici la rentrée, j'ai donc eu envie, devant ce buffet chinois de festivals qui s'ouvre à nous, de se demander, au fond, ça sert à quoi un festival? Parce que, effectivement, de la culture, on peut en manger tout le temps. Oui. Donc, pourquoi se préoccuper des festivals? Parce qu'au Québec, on en a énormément. Là. On va se le Exactement. dire, là, c'est symptomatique un petit peu. C'est une immense question à quoi ça sert les festivals. Donc je me suis dit qu'on allait essayer d'y aller méthodiquement. Alors d'abord, un rappel que selon les arts, les festivals se suivent peut-être, mais ne se ressemblent absolument pas. On commence en littérature. Oui. En littérature, on connaît deux formes. D'abord, les salons du livre, qui sont des espèces de foires où on peut venir acheter, Dans le faire fond, c'est signer. comme une librairie, mais avec un prix d'entrée. Exactement. Et des auteurs sur place, on peut leur faire signer nos livres, oui. etc. C'est Et comme un bruit assourdissant. Oui, un vrai sur ça. Voilà. L'autre version du festival littéraire, c'est par exemple le Festival international de littérature, et c'est une série de spectacles. Oui. On essaye de décloisonner au maximum l'art, on présente des œuvres littéraires sous toutes formes, Oui. diverses et variées, Des colloques aussi. dans des espaces publics, des musées, des salles de spectacle. Donc l'idée, c'est de démocratiser l'accès à la culture, de la rendre vivante par des rencontres, de réussir à faire en sorte que le festival redonne un visage humain à la littérature. Parce que la littérature, quand on la vit dans la vie de tous les jours, c'est un peu nous tout seuls avec notre livre. Oui. Donc l'idée du festival, c'est de la rendre un petit peu moins intime. Oui. Première catégorie. Les festivals de musique, Oui. maintenant. Ici, c'est pas tant l'idée de démocratisation ou d'humanisation, de donner un visage humain, parce que la musique, elle se vit concrètement dans nos vies par la fréquentation de concerts Oui. en salle. Donc on n'a pas besoin de cet aspect vivant, humain. Il existe à l'année. Le festival de musique, lui, va en fait réunir les spectacles, Oui. les concentrer pour, j'imagine, qu'on ait nous aussi l'impression de vivre notre Woodstock, Ah. comme à l'époque Ouais. les chers hippies avaient pu s'amuser. Bon, il faut bien noter que c'est une impression. Jimi Hendrix qui brise sa guitare, on n'est plus tout à fait là. Non. On est plus dans l'exhibition de nos looks de festival à gogo sur Instagram. Peut-être un petit peu perdu au change. Oui. Mais le festival On de brise les spectacles maintenant. Exactement. Les militants brisent les spectacles dans les festivals. Le festival de musique, par nature, lui, il est plus axé sur l'idée de fête. Oui. Et c'est l'étymologie même du mot festival. Je suis allée faire mes recherches. Oh là là! C'est un mot anglais qui a été emprunté à l'ancien français et qui vient du latin festivus, où il y a fête, ce qui est divertissant. Ah, bien. Ouais, Ève, vous coucherez moins bête ce soir. Mazette. Voilà. Alors, bon, là, j'évoque les utilités, disons, accessoires des Oui. festivals. Parce que la vraie utilité, on ne se le cachera pas, elle est économique. Ben oui. Hein. Une foule de jeunes branchés réunis sur une île pendant 3 jours, ça vous stimule le commerce Oui. local de façon assez À conséquente. 9 piastres la bouteille d'eau, oui. Exactement. Oui, oui, Donc celle-là, on va l'oublier parce que tout le monde le sait. Oui. Vous me voyez venir, là, j'arrive évidemment à cette drôle de bibite que sont les festivals de cinéma. Oui. Parce qu'ils sont incroyablement... c'est une faune incroyablement variée. Il y en a 1000 par année mondialement. Déjà, c'est énorme. C'est vrai ça? C'est à Ouais. peu près 1000? Oh, ouais. Ah ouais. Il y en a 1000 sur la planète chaque année et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Alors il y en a qui sont compétitifs, Oui. ce qui n'existe pas en musique à ma connaissance. À part les trucs comme les Francs ouvertes ou les espèces de festivals de découverte de C'est ça. talent, mais de donner des prix sur des artistes confirmés, ça, non? Confirmé, non, j'ai pas l'impression que ça C'est vrai, existe. ça? C'est vrai? Il y en a qui sont compétitifs, il y en a qui sont réservés aux professionnels, à l'industrie, à la presse. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont vraiment pour but de faire découvrir un cinéma qui est différent à un public qui verra jamais ces Oui, films-là ça, c'est ailleurs. intéressant. Ça, c'est une belle mission. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les festivals de niche. Le prochain qui arrive ici à Montréal, ça va être Fantasia, Oui. qui est consacré au cinéma de genre, et la programmation est principalement composée de films qui sortiront jamais en salle à Montréal.
Montréal. Donc, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir voir ces films. Certains festivals comme Cannes ont une fonction de prestige, donc décerner des prix, on essaye de trier le bon grain de livret, même si, bon, vu certains films récompensés, on se demande si certains jurys sont quand même pas bêtes à manger du foin. Et d'autres ont une fonction qui est plus démocratique, de rendre accessible, de faire découvrir. Et c'est à ces derniers-là, cette dernière sorte de festival, que les services de visionnement en ligne font particulièrement mal. Donc on se demande ce qui va arriver avec tous ces festivals-là au cours des prochaines années. Tous, eux aussi, ont une fonction évidemment économique, parce que plus le festival est gros, plus il s'accompagne d'une portion marché, qui est invisible aux yeux du public en général, mais qui est là, l'endroit où se vendent, s'achètent, se pitchent. Les distributeurs sont là, Exactement. avec les producteurs, et on détermine en fait la programmation de toutes les salles. De toutes les salles, on crée même des idées de films qui vont peut-être voir le jour au cours des prochaines années. En ce moment, par exemple, Monia Chokri, qui présentait son film hier au Festival de Cannes, eh ben, elle se balade dans ce marché en essayant de vendre son film pour tous les marchés mondiaux. Juste pour vous dire, le marché du Festival de Cannes, le marché du film, l'an dernier, a généré 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la composante très, très importante de ce festival. Ça sert donc à faire circuler beaucoup de sous, ça sert à faire la fête pour ceux qui sont invités à la dite fête. Oui, parce ceux qui sont là-bas. Exactement, ceux qui sont là-bas, ben oui. Parce que ce genre de festivals comme Cannes, qui sont réservés à l'industrie ou à la presse, ça concerne surtout une poignée de privilégiés qui, oui, ont travaillé très fort pour finir leur film, mais qui vivent une fête à laquelle le commun des mortels n'est jamais invité. Une fête, par contre, à laquelle tu peux croiser Harvey Weinstein. Donc quel bonheur! Quel Donc bonheur! on est bien ici, Nabi, c'est ce que vous nous dites. On est bien ici, pas besoin d'aller là-bas. Absolument, puis il fait plus chaud à Montréal qu'à Cannes en ce Oui, moment. vous nous disiez ça tantôt? 1 degré de plus, on se console comme on peut. Mais ça me console, et puis ça va tout à fait dans le sens de la petite citation que j'avais trouvée pour qu'on se console, qui vient de Groucho Marx et qui disait « Jamais je ne voudrais faire partie d'un club qui accepterait de m'avoir pour membre. » C'est vrai, ça. C'est le Festival de Cannes. Donc, faire la fête, faire du cash, mais c'est pas que ça, un festival, c'est surtout une fonction symbolique très forte. Et c'est probablement là que ça se complique un petit peu cette semaine. Cette semaine particulièrement parce que ce qui est en jeu dans un festival symboliquement, dans la façon dont ça se passe, dans les choix de programmation, dans les couleurs, l'affiche qui est choisie, les événements, c'est que tout participe à afficher les valeurs non seulement de la ville qui reçoit, mais aussi de l'industrie culturelle qui est concernée. Et comme je vous dis, cette semaine, c'est particulièrement problématique. D'abord du côté de Cannes, parce que du côté de la compétition officielle, sur les 19 films qui concourent pour obtenir la Palme d'Or, il y en a seulement 4 qui sont réalisés par des femmes. Je ne suis pas très bonne en maths, mais je crois qu'on est loin de la parité. 4 sur 19, je pense qu'on est vraiment assez loin. Ça n'envoie pas un super message, parce que un festival, ce n'est pas juste une vitrine pour l'art que ça met en valeur, c'est une vitrine pour les valeurs de cette œuvre-là. Et à Cannes, comme c'est le plus prestigieux, c'est un peu comme si le merveilleux monde du cinéma envoyait le message que les films faits par des femmes, c'est pas si important que ça, c'est pas vraiment une préoccupation. Ce que vient d'ailleurs confirmer les dernières décisions de la SODEC en financement, puisqu'on a appris cette semaine que plusieurs films allaient être financés. Sur 8 projets retenus dans la catégorie des budgets de plus de 2,5 millions, un seul est réalisé par une femme et un autre co-scénarisé par une femme. C'est fou quand même. Alors qu'on nous avait promis la parité. Tout à fait. Et on le sait, c'est dans l'actualité depuis plusieurs années maintenant. Et on a toujours l'impression, et les gens nous disent oui, on va faire tout ce qu'il faut, on va faire nos devoirs, et finalement... Et là encore, symboliquement, ça envoie une image. Mais est-ce que c'est seulement le patriarcat ou il y a des raisons plus techniques, à votre avis? On ne le saura que si on a accès à tous les films qui ont été déposés. Donc, comment on peut le savoir, ça, c'est un grand mystère. Du côté de la télévision, il y a eu des améliorations dans les dernières années, parce que je sais qu'on avait commencé à en parler environ 2012-2013, on commençait à en parler beaucoup plus dans les médias, et depuis, il y a eu vraiment un avancement. Donc, il y a plus de femmes qui réalisent des séries télé. On est encore loin de la parité, mais le fait d'en avoir parlé plus a fait qu'il y a plus de compagnies de production qui font attention à ça. C'est ce qui est embêtant avec le cinéma, c'est qu'on en a beaucoup parlé de ces décisions d'instaurer une parité réelle à la SODEC et à Téléfilm, et on se rend compte que les résultats vont pas du tout dans ce sens-là, en tout cas pas cette année. Est-ce qu'on sait comment le jury, comment l'audition pour ces dossiers-là qui ont été proposés a été fait? Est-ce que c'était un blind test? Est-ce que c'était Je pense pas que c'est anonyme, non. Je pense que les dossiers sont remis, donc chacun est identifié, le réalisateur, le scénariste, la boîte de production.
Et ensuite, on a un jury à l'intérieur de ces institutions-là qui détermine quels sont les projets qui méritent d'être financés. Puis il n'y avait pas aussi cette règle qui demandait aux producteurs de présenter un seul film, à moins que ce soit un Voilà. film de... Ça devait Il, être ça. il avait le droit d'en présenter 2 si l'un des Si deux un des deux était fait par une femme. Voilà. Mais le problème, c'est que ça ne se transmet pas jusqu'au résultat, en tout cas dans ce qu'on voit cette semaine. Même caillou dans la chaussure du côté de Cannes encore, parce qu'on a décidé de remettre une palme d'honneur à l'acteur Alain Delon. Ah, lui, il est bon. Alain Delon. Ça, c'est un bon comédien. Ben oui, pour de vrai, oui. Pour de vrai, oui. Rocco et ses frères, La piscine, Le samouraï, Le guépard, Borsalino, c'est un excellent acteur. Christine avec Romy Schneider. Il a marqué l'histoire du cinéma mondial, c'est évident, mais c'est aussi un homme qui a dit « Une femme n'a pas à se plaindre quand elle reçoit une gifle d'un homme. L'homosexualité, c'est contre nature. » ou « La France doit arrêter d'être une terre d'accueil. » Ben, il joue peut-être un rôle de douchebag. Le truc, En plus, c'est pour une palme d'honneur, c'est ça qui est bien indigne d'une palme d'honneur. qu'il n'a pas joué de rôle depuis très, très, très longtemps. En fait, ça lui prend des bons textes à Alain, je pense. Faut pas qu'il les dise lui-même. Là. C'est un vrai acteur, en fait. C'est ça. Lui décerner un prix d'honneur cette année à Cannes, en faire un des grands moments du festival, ça va avoir lieu ce dimanche, c'est de dire en filigrane que l'industrie du cinéma se contrefout que vous soyez un raciste, homophobe, sexiste, tant que vous incarnez une certaine idée du prestige. Et après ça, on s'étonne que les jeunes woke n'aillent plus au cinéma. Ben voilà. Et c'est pas juste dans les grands festivals prestigieux que ça envoie des messages symboliques dont on se serait passé. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine dans La Gazette cet article à propos... Bon, j'avais sur ma cheminée, là, je les ai toutes accumulées, les gazettes, depuis. Je vais les lire. Là. Lisez-le. Un article consacré au Festival du Nouveau Cinéma et qui s'intitule « La culture de l'intimidation met le Festival du Nouveau Cinéma en crise », selon le cofondateur. Alors, c'est Claude Chamberlain, en fait, qui avait cofondé ce festival de cinéma montréalais, qui a contacté les médias en faisant part de ses craintes sur le climat de travail qui règne au FNC depuis quelques années. Alors, Chamberlain, lui, est parti à la retraite en 2017, a été poussé à la retraite plutôt, et il accuse le directeur exécutif Nicolas Girard-Deltruc de comportement tyrannique. L'article va chercher des témoignages d'employés qui confirment. On parle de dépression, de gens qui sont partis épuisés, tannés, même après qu'une équipe de médiation ait été engagée. Alors, climat très étrange qui semble avoir culminé en 2017 avec la présence de l'actrice Vanessa Redgrave, qui a refusé de se laisser prendre en photo avec le dit directeur et qui s'est fait crier dessus publiquement. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas imaginer faire ça en recevant quelqu'un. Ça me semble que c'est une très mauvaise idée. Alors, Nicolas Girard-Deltruc, dans l'article, se défend que ce soit arrivé, que c'est beaucoup de bruit pour rien, mais reste que cet article, comme la palme d'honneur à Alain Delon, comme le manque de parité en compétition, comme tous ces petits messages toxiques qui sont envoyés symboliquement, sont en train de faire des festivals, des lieux qui deviennent assez infréquentables. Et que les films qu'on y présente soient bons n'y change rien. Parce que pour revenir à la fameuse question à quoi ça sert un festival, ça sert d'abord et avant tout à réunir autour d'un art. Et si ça foire, il n'y a plus vraiment de raison d'être à ces événements. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les festivals, ça doit servir la culture qu'ils prétendent mettre de l'avant et pas les humains qui la font et qui en profitent. Merci beaucoup, Hélène Faradji, pour cette belle réflexion. Je tiens à dire que contrairement au monde du cinéma, cette balado est paritaire aujourd'hui. On a 4 filles, 4 gars. Ouais. Ça, symboliquement, ça envoie un beau message. Ben, tout à fait. C'était quelque chose que je voulais depuis le début. C'était très important parce que je me suis fait, pendant des années, reprocher dans un autre projet de ne pas avoir assez de filles. Et je ne tirais pas toutes les ficelles. Maintenant, je les tire et vous êtes là, mesdames. Voilà. Et 2 minorités visibles. Oui! Je vous laisse deviner lesquelles. 3, 4, Bon, on dirait qu'à la radio, à la balado, l'aspect minorité, c'est moins intéressant. C'est ça le problème. Ouais. Alors, Inès Talby, nouvelle collaboratrice, comédienne, autrice, maîtresse en scène, metteur en scène. Et vous avez décidé de vous attaquer à un gros morceau. En fait, je vous ai mandaté pour suivre la commission sur la laïcité, sur la loi 21. Exactement. Et ce que vous avez fait. Exactement. Alors, on vous écoute. J'imagine que vous en êtes sorti grandi. Oui. J'ai déjà mal. Je suis rendue à 5 pieds 2 et demi. Alors, salut, le Québec. Je m'appelle Inès Talby. Je suis née à Montréal. Mes parents sont nés en Tunisie. Ils habitent ici depuis 42 ans. Ils parlent le français. Ils aiment prendre des marches dans la ville le soir et se taper des gros cornets de gelato sur Rosemont.
Ma mère fait les best baklava au sirop d'érable. Elle est musulmane. Mon père aussi. Ma maman ne porte pas le voile. Mon père, oui. Ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, hein, tout est possible. C'est important. Ma mère voulait être radiologue ici à son arrivée parce que c'est ça qu'elle avait étudié là-bas. Mais tu sais, les diplômes puis tout, c'est bien compliqué. Hein? Fait qu'elle s'est retrouvée à faire la caissière et du travail de chaîne pour monter des gogos avec beaucoup de colle qui sentent le cancer. Donc, la radiologue s'est retrouvée dans un entrepôt pendant qu'on manque de médecins et de spécialistes dans nos hôpitaux. Je trouve ça triste. En prendre moins, mais en prendre soin, qu'ils disent. C'est drôle quand même, les priorités d'un débat et d'un État. Bref, voici donc mon régurgie de société. En passant, merci, Fred. Je voulais le dire sur les ondes de votre balado. Vous êtes probablement la pire personne au monde de m'avoir demandé de commencer avec ce sujet-là. Mais c'est correct. Je me suis dit, tant qu'à briser ma carrière, aussi bien le faire bénévolement. Ouais. Bon, les gens applaudissent, franchement. Donc, je l'ai entendu comme « Hey, la petite brune au nom exotique Ben de voyons! terroriste qui n'a pas vraiment d'expérience, viens que je vous crisse une bombe dans tes petites mains fragiles d'actrice activiste. Puis aussi, fais une dépression en te tapant 1000 heures de monde qui vire sur le top. Tu vas voir que tes licornes dans les yeux vont vouloir déserter. Merci, bro. Je vais jamais oublier. » Donc, j'ai passé les derniers jours à me taper un all-you-can-say bien gras, du junk food d'amalgame et de pensées pré-mâchées vides. J'ai tellement eu la nausée que je dois vous avouer que des fois, j'ai skippé quelques prises de parole. Je décrétais assez vite si j'allais me faire servir un bol de croton passé date accompagné d'un petit pain sec ou plutôt un moment falafel de hummus du Kamouraska fait par des bénévoles véganes non genrés qui ont un bon following sur Instagram. Des fois, pour ma santé mentale, j'ai skippé. J'ai pensé à moi, Fred. Donc aujourd'hui... Vous êtes choisi. Je vais vous parler du sujet de l'heure, celui du maintenant, chez nous. L'affaire qui fait que tout le monde a ma opinion à lui, puis qui a besoin de dire que elle pense que dans le fond, c'est ça qu'il faut dire, le sujet que personne connaît vraiment, que personne n'a lu au complet ou à moitié, mais whatever. Je suis donc, je pense. Tu sais, tant qu'à, c'est ma société, puis je paie des taxes, fait que mon avis dans le tas, il doit être important, tu sais. Moi aussi, j'ai ma opinion à moi, je. C'est ce que je pensais. Moi aussi. Je pensais qu'après 2-3 lectures dans le devoir et passer 1 heure à regarder mon Facebook puis tout, que tout cela allait forger un bon discours pertinent avec de bons arguments. Puis là, ça m'a sauté au visage comme une dinde noire. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de position claire. Je pense que je comprends pas tout. Peut-être que je devrais y réfléchir avant d'avoir une position. Arc. Ça m'a détruit, mais qui suis-je? Comment ça, j'ai pas le goût d'écrire un statut qui punch puis qui me fait faire plein de likes? Comment ça, j'ai pas envie de regretter le lendemain parce qu'on m'explique que tout est pas blanc ou noir ou dans ce cas-ci, brun oriental? Là, je sens la gauche qui a le goût de me crisser une table derrière ma tête de non-voilée. Je le sens. Je le sens que mes amis inclusifs me jugent jusqu'à mes racines du désert. Je sais que je devrais avoir une opinion, sauf que j'avais le goût de silence et de réflexion. Quelle nounoune, cette actrice, vous me direz. Mais bon, ça m'a permis de fouiller, de creuser, d'écouter chaque côté. Hi, c'est pas beau, hein? Le projet de loi 21, ce modèle québécois, comme le dit si bien son auteur, le cher monsieur Jolin Barrette, un projet bien de chez nous pour parler de nous. De nous. De quel nous exactement? Premièrement, dans tout ce bordel, je m'inquiète beaucoup pour la langue française et son orthographe. On pourrait peut-être faire une commission là-dessus, d'ailleurs. Je veux bien croire que s'ils sont chez vous puis qu'ils seraient pas contents, il faudrait qu'ils décrissent. Mais chez vous, c'est le mot, c'est ta langue, c'est le verbe. Se respecter, c'est important aussi. Mais revenons au projet de loi 21. J'aimerais beaucoup nommer l'éléphante dans la pièce. La loi 21, c'est un titre gentil pour s'autrucher confortablement dans notre grande hypocrisie. Cette loi devrait assumer un titre plus juste comme « Comment discriminer une culture avec l'appui de tous » ou l'inconfort envers les femmes voilées » ou Comment mettre temps et argent pour ostratiser moins de 50 000 personnes de la population québécoise sans la nommer » Comment la Terre est en train de péter, que 1,6 million de Québécois sont analphabètes et que 1,2 vivent sous le seuil de la pauvreté extrême. Non, parlons donc de laïcité.
L'engouement du islamophobe en déni m'a beaucoup diverti aussi, là. On parle de femmes voilées, de mariage forcé et d'excision dans la même phrase, comme une évidence. Comment une femme qui a étudié, vécu, été élue, a voyagé, comment une femme peut-elle faire ce genre d'amalgame fossile? On a accès à de l'information tellement facilement en 2019. Vous parlez de la sénatrice. Ben, feu sénatrice, je dirais. Ouais. Mais c'est une sénatrice, ça. Oui, C'est ça. mais on dirait que... Parlons en passé. Mais je suis toujours sidérée par ce genre de paresse intellectuelle des gens. Parlant de paresse, les gauchistes identitaires en ont visiblement pas. C'est incroyable le zèle qui fait rouler leurs idées et opinions. Puis je suis super d'accord avec le droit de la personne. Ne pas l'être, c'est comme une femme qui se dit non féministe. Tu sais, voyons, tu peux pas assumer que tu veux pas qu'on respecte ta personne puis ta nature humaine. Franchement. Mais je pense aussi que le Québec, tout petit et tout jeune, a peur. Un enfant qui apprécie pas la venue d'un autre bébé, il est bien seul, avec ses jouets, qu'il aime, puis ceux aussi qu'il n'aime pas, puis qu'il l'utilise mal ou pas. C'est à lui, pareil. L'idée de partager, ça ne l'amuse pas. C'est correct. Il faut juste lui expliquer, peut-être, qu'il faut simplement intégrer l'information. Tu sais, ça fait que les gens apprennent, puis des fois, quand on apprend, mais ça nous rend plus ouverts, puis conscients. L'autre, le nouveau, le différent, ils vont pas t'effacer. C'est comme une addition de culture, pas une soustraction. On va encore être une famille, mais en plus des 6 pailles à Noël, il y aura des dates fourrées au bacon. J'aurais aimé ça voir plus de femmes voilées aussi aux séances, ou des femmes, point. Des femmes qui voient leur avenir se décider malgré elles. Encore une fois, une gang de 50 ans et plus, sauf Jolin Barrette, de majorité blanche et masculine. Il y a un peu 50 ans d'une certaine façon. Oui, dans son cœur. C'est une vieillarde. Oui. Ils vont encore décider pour une femme et comment la femme doit se vêtir et agir. J'ai beaucoup entendu parler d'endoctrinement aussi. Une femme voilée qui apprend aux enfants comment lire pourrait amener à une propagande islamiste dangereuse. Mais c'est vrai que la religion et l'homosexualité sont des virus virulents qui se transmettent de manière ratoureuse entre 2 cahiers de géographie datant de 1998. On oublie de parler de notre histoire autochtone, des femmes marquantes du Québec. On brûle nos profs, on oblige les enfants à rester assis pendant des heures parce que le sport, c'est pas important. Et on omet d'expliquer que sans oui, c'est non, quand la fille veut pas montrer sa vulve et se faire pénétrer le vagin. Oui, c'est 2 choses différentes, vagin et la vulve. Vous le saviez pas, hein? Vous avez utilisé des vrais mots. Bravo. Mais c'est pas grave, Frédéric, si vous comprenez pas de quoi je parle. Oh, non. On va rester concentré Ça, sur non. la madame voilée qui en parle pas dans ses cours de toute façon parce que c'est pas dans le programme. On est laïque, mais pas laxiste au niveau de parler de l'appareil génital de 4,2 millions de Québécoises. Ça me fait penser à la nouvelle loi anti-avortement là, dans l'autre pays. Ça se passe en 2019. 25 bonhommes qui décident que le temps de la liberté décisionnelle envers ton utérus est révolu. Régressé à cause des religions islamiques. On se fait envahir par les barbus, puis on soumet nos femmes. Oui, ça se passe là, en Alabama. Ce sera la dernière fois qu'il y aura un jeu de mots dans cette Merci. balado. C'était mon petit clin d'œil là. Il y a une partie de moi très candide qui parfois se dit, mais tu sais, en même temps, c'est vrai. C'est vrai que la religion n'a pas vraiment sa place dans l'État. Pourquoi on s'est battu autant pour se sortir le chapelet de nos gorges, puis le petit Jésus de nos commissions scolaires, puis là, 20 ans plus tard, on roule le tapis rouge au kippa, kirpan, voile. Tu sais, on dit non à ça. Soyons laïcs pour vrai. Ça va être tough au début, mais bon, la révolution, c'est pas un fleuve tranquille. Enlève ton voile, c'est facile, non? Faut le faire. Surtout quand on connaît rien de ta culture, de ces femmes, de leur vie, de leurs choix. C'est sûr que c'est facile quand ta famille ne va pas te renier ou si ta foi profonde ne sera pas complètement chamboulée. Je comprends le paradoxe entre enlever la religion des murs, mais la tolérer à l'intérieur de ceux-ci. Je comprends la frustration des athées et des laïcs. Je comprends Guy Rocher quand il parle. Je suis consciente de la pertinence de ses propos, mais est-ce que son discours est teinté d'une époque où la religion était omniprésente et pesante pour tous, en particulier dans les institutions? Est-ce qu'on est dans le même débat en 2019? Est-ce progressif ou réactionnaire d'effacer la pluralité? Est-ce que l'islam est la religion la plus visible ou sommes-nous en train de la démoniser et médiatiser à outrance? Guy Rocher est-il vraiment une voix à écouter? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas pour le voile. Mais je ne suis pas contre la femme qui s'habille comme fucking bon lui semble. J'aimerais ça qu'on arrête de me dire quoi mettre sur le dos, sur la tête ou dans le vagin.
Ça, je sais que je suis pour. J'ai failli faire ma chronique topless avec un voile sur la tête, mais comme c'est ma première fois, je me suis retenue. Mais donc, En même temps, c'est une balado. Hein. C'est une balado, mais en tout cas, on s'en reparle pour la prochaine fois, guys. Mais je sais pas quoi dire. J'aurais voulu être plus précise, nuancée dans mon argumentaire. Mais cette loi est tellement floue et dodue et paradoxale. Il faut fouiller, écouter, changer, comprendre. C'est pas de la petite bière, là, c'est un choix qui va influencer notre société à tout jamais. Je sais que je veux voir le visage de ma médecin parce que sinon, je vais penser qu'elle me cache une maladie incurable dans son regard. Je veux que nos enfants vivent dans un monde multiple et non homogène. Je veux pas avoir peur de l'autre et l'autre peur de moi. Je veux pas ostraciser un peuple, qu'on me pointe du doigt et qu'on devienne des tyrans et des brutes. J'ai peur pour les femmes en fonction qui pourront pas quitter leur commission scolaire ou ville en service, sinon elles pourront plus travailler. Le premier droit de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de propriété, la liberté de penser et la liberté du travail. C'est Jean Jaurès qui l'a dit. J'ai peur d'exister dans une société qui met en péril la liberté. J'ai peur que mon Québec devienne raciste par alarmisme médiatique et ignorance collective. J'ai peur que les gens se permettent de cracher sur un monde différent parce qu'ils citent « c'est de même, sinon on retourne chez vous ». Parce que notre premier ministre, là, il l'a dit. Au Québec, ben on vit comme ça. J'ai la chienne, mais j'ai pas d'opinion. J'ai juste le goût de lire du Godin puis de manger des baklava au sirop d'érable. Merci beaucoup, Inès Talby. Vous avez brisé la glace. Bravo. Merci. C'était parfois subtil. Non. Bien. Non, mais vraiment. Non, mais il y avait de la nuance dans, Tout à fait, non, dans mais pour la vrai. littérature. Oui. Bravo, parce que c'était une mission qui était difficile. Oui. Vous l'avez relevée haut la main. Oui. Et pour votre prochaine chronique, vous pourrez choisir votre sujet. Voilà, c'est Fait que le, il c'est va le en avoir salaire, une autre. c'est le C'est salaire génial. que vous aurez. Dabi, oui. Comme disait Luc Ferrandez, « Fuck you, nous autres! » Bon, je vais me tourner vers Mathieu Bellil, notre invité, Oui. essayiste, parce que Inès a parlé de laïcité. On ne parlera pas juste de ça, mais ça va. On va en aborder. Bon, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur de littérature au Collège Brébeuf. C'est votre alma mater, ça, Godefroy, le Collège Brébeuf? Eh oui, tout à fait. Cet endroit où on formait l'élite d'hier. J'ai pas eu la chance de lui enseigner. Là, on a le Non. même âge. On a découvert ça. On m'avait dit que c'était l'école des ministres. Finalement, non. Non, de moins en moins. Essayiste, on va en parler de votre essai un peu plus tard, mais là, vous avez signé un texte très intéressant dans le dernier numéro de la revue L'Inconvénient. Hélène Chacal en a parlé, Hélène Taraji, vous en avez parlé. C'est la thématique, en fait, de l'inconvénient du numéro du printemps. C'est l'art doit-il être moral? Peut-être nous parler justement de l'inconvénient, parce que les magazines au Québec, ces revues-là sont souvent un peu nichées, puis Oui. on ne sait pas exactement. Moi, je trouve qu'elles sont intéressantes, on devrait en parler plus. Ben, en effet, c'est vrai que c'est pas des revues qui sont hyper connues. Elles gagnent à l'être Tout à parce fait. que c'est des endroits de liberté où on se permet de réfléchir avec tout ce que ça comporte de risques. Oui. Parce que réfléchir, penser, c'est toujours prendre le risque d'offenser quelqu'un ou de... Oui. Tu sais, Oui. et puis en fait, je dis penser, puis on pourrait dire la même chose de créer. Oui. On y reviendra peut-être tantôt Oui. en parlant des controverses. Oui, tout à fait. Mais créer, réfléchir, penser, ça comporte sa part de risque, mais ça comporte aussi sa part de bienfait parce que, tu sais, au fond, le titre, l'inconvénient, pourquoi ça s'appelle comme ça? À la base, c'était un peu une blague entre nous. On venait de faire un déménagement, puis on était fatigués, puis on s'était dit qu'il y avait bien des inconvénients à transporter, tu sais, des intellectuels là, sur le plateau là, qui montent des... Ouais. Bon, et ouais, c'est ça. Et éventuellement, on s'est dit, non, en fait, ce mot-là, l'inconvénient, c'est là pour dire que c'est toujours plus compliqué qu'on pense. Ouais. Et c'est un peu pour... Cette revue-là est un peu un antidote, c'est comme ça qu'on la voit, un antidote à la polarisation, au blanc-noir, manichéisme, qui fait qu'on n'est plus capable de voir la complexité des choses puis d'accepter des fois des contradictions dont on n'est pas toujours capable, disons, de trouver... Pour lesquelles on n'est pas toujours capable de trouver une solution immédiate. Tout à fait. Et là, dans ce numéro, vous signez un texte qui s'appelle « Une œuvre immorale ». Et quel était le départ de... Parce qu'on est dans cette réflexion, est-ce que l'art doit être moral? C'est beaucoup ça dans l'air du temps. Le point de départ de votre réflexion pour ce texte-là? Bien, évidemment, le point de départ, c'est les événements de l'été passé. C'est la controverse autour de Slav, de Kanata, puis aussi d'une nouvelle publiée. Ça a été moins publicisé, mais il y a quand même eu une nouvelle écrite, publiée dans la revue XYZ qui a fait un certain scandale dans le monde littéraire. Puis ma première... Moi, j'étais en vacances, puis j'ai comme tout raté ça. Puis je suis arrivé à la fin, puis j'ai découvert ce scandale-là.
En fait, Et dans votre ces texte, discussions-là. et la mise en contexte, c'est qu'au début, vous dites vous êtes en train de préparer votre plan de cours Ouais. et le choix des œuvres Oui. seront lus Oui. par vos élèves. C'est ça. Oui. Puis d'ailleurs, c'est intéressant de parler d'œuvres lues parce que la chose qui m'a tout de suite frappé dans tous les débats qu'il y a eu, c'est tout le monde parlait d'œuvres qu'ils n'avaient pas à vues ou pas lues. Tout à fait. OK? Puis Ouais. ça, pour un prof de littérature, Ouais. c'est un peu un scandale Ouais. parce que c'est comme ce qu'on enseigne en premier à nos étudiants, c'est vraiment l'importance de tenir compte des œuvres, d'essayer de les interpréter en restant fidèles à ce qu'elles veulent nous dire. Oui. Puis là, il y a toutes sortes de monde, puis je reproche pas nécessairement aux gens d'être intervenus sur le fond, Oui. parce qu'il y a vraiment des principes importants. Puis c'est un débat important. Mais oui, ça, c'était un peu la question. C'était, je suis en train de choisir mes œuvres pour l'année prochaine. Oui. Puis là, à un moment donné, j'hésite entre 2 œuvres, Oui. parce que là, j'avais fait pas mal mes choix. Il me restait le choix de l'adversaire d'Emmanuel Carrère ou d'Annie Ernaux, L'événement. Oui. Puis là, j'explique dans mon texte un peu en long et en large comment j'ai. Mais je vous me parlez suis entre autres de débattu avec l'adversaire. ça. Un roman que je connaissais pas, un roman que je connaissais pas, c'est ça, de l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est un récit. En fait, il fait de l'appropriation et c'est ce que vous Ah, dites. c'est un truc. D'abord, Oui, il faut le décrire l'œuvre parce que ouais, c'est une œuvre peut-être juste particulière. un petit peu la résumer. Ouais. L'adversaire, ça part d'un fait authentique Oui. qui s'est produit dans les années 90-93. C'est un homme qui s'appelle Jean-Claude Roman, qui, depuis sa première année de médecine, fait semblant. Après la première année de médecine, il échoue ses examens, Oui. puis il décide de faire semblant qu'il ne les a pas échoués. Et là, il se réinscrit l'année d'après, puis il va prétendre auprès de ses amis pendant les 10 années suivantes. C'est incroyable. Oui, oui. Les 10 années suivantes, qu'il continue sa médecine, il étudie avec sa blonde, qui va devenir sa femme. Et puis là, quand c'est le temps des stages, il est toujours pris dans un stage quelque part dans un village, tu sais, pour être sûr que personne ne puisse le repérer. Ouais. Mais à un moment donné, ça le mène très loin. Il se marie, il s'invente un travail de chercheur à l'OMS à Genève. Ouais. Il est obligé d'emprunter de l'argent à ses beaux-parents, à ses parents, à ses amis, à sa maîtresse. Il met tout le monde sur la paille, puis à la fin, plutôt que d'avouer la D'avouer, vérité, il commet l'irréparable. Il tue sa femme, ses enfants, ses parents. Incroyable. Puis là, il met le feu à la maison, puis c'est ambigu de savoir est-ce qu'il voulait vraiment mourir dans ce feu-là ou pas. Bon, Carrère en parle. Et Carrère, lui, reprend cette histoire-là et il publie en 2000, oui, c'est ça, L'adversaire, qui est un livre, dans le fond, qui revient sur les faits et qui essaie de les raconter de la manière la plus, je dirais, fidèle possible, sans se laisser avoir tout à fait par le personnage de roman, parce que Carrère, c'est quand même particulier. Il va aller commencer à faire une correspondance avec le type roman. Il Puis en humanise, passant, là, en faisant ça, il humanise un peu un psychopathe. oui, il humanise un psychopathe, puis il prend quelque part, il donne une voix à ce psychopathe, Oui, oui. alors que les victimes, bien sûr, ne peuvent pas en avoir. Et ça- Elles ont disparu. Oui, c'est ça. Puis en passant, juste une remarque qui était assez incroyable. Je donnais le cours, puis pendant que je donnais le cours, je sors de mon bureau, je m'en vais voir mon fil d'actualité. Puis à la fin de mon premier cours sur l'adversaire, c'était écrit « Jean-Claude Roman demande sa libération après C'est incroyable, 25 ans ça. Ouais. ». Puis il l'a obtenu, hein, il est finalement obtenu, avec évidemment des conditions très restreintes. Je pense qu'il a purgé sa peine. Ouais, c'est On a ça. tous droit à une 11e chance. Hein, je pense que... Je n'écouterai plus jamais la librairie francophone de la même manière. Non, mais c'est... Cela dit, dans ce texte-là, bon, Oui. là, Oui. ça, c'est le point de Ça, départ. Mais là, il y a toute une réflexion sur le fait que, bon, les artistes, les écrivains, les Oui. penseurs, Oui. selon vous, sont la plupart du temps passibles de cette faute d'appropriation culturelle qui remonte à la nuit des temps. Vous êtes vraiment à contre-courant Oui, de l'ambiance actuelle par Ouais. rapport à cette réflexion-là, bien qu'il y ait des nuances à apporter, évidemment. Ben, c'est sûr que, peut-être juste avant d'un mot, parce que moi, c'est le mot appropriation qui m'a fait tiquer dès le départ, puis là-dessus, je vais y revenir dans un instant, mais quand même dire que, pour moi, tout le débat de l'été dernier autour de Slav et Kanata, pour moi, c'est un débat important. Oui. Je suis content qu'il ait eu lieu, Oui. puis je pense que, j'en parlais tout à l'heure, on dirait qu'on a presque oublié que l'art pouvait déranger, pouvait choquer. Oui. Puis il y a des gens qui étaient choqués par l'œuvre, puis il y a des gens qui étaient choqués que d'autres soient choqués. Tout à fait. Comme Oui. si- Oui. Alors qu'en fait, non, il faut que l'art, ça ne sert pas juste à créer des consensus, ça ne peut pas être toujours dans la ouate, ça peut déranger. Alors pour moi, ça, c'est un débat important. En même temps, l'histoire de Slav, est plus Slav que Kanata peut-être, là, mais Oui. j'ai l'impression que Slav, c'est le symptôme. Oui. C'est-à-dire que c'est pas Slav a été le déclencheur, le révélateur d'un malaise qui était beaucoup plus vaste Oui. pour des jeunes, par exemple, des jeunes noirs du Québec ou des jeunes peut-être issus des minorités culturelles qui, en fait, ont senti là, que c'était comme peut-être la goutte qui faisait déborder un vase qui se remplissait pour eux. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est l'œuvre le problème, c'est
le contenant. Ben, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il dit, c'est pas l'art par rapport à ça, c'est le nombre d'acteurs. Ça devient comme plus technique. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de l'œuvre. Ça fait partie. C'est-à-dire que c'est la représentation de l'œuvre, c'est avec les acteurs qui sont là, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être même pas l'œuvre en tant que telle que le problème de la représentation. Bon. Mais vous avez raison, Inès Talbi, vous avez raison. Oui. Bien ça. C'est ça. C'est votre salaire aujourd'hui. Merci tout le monde. Mais le mot appropriation, Oui. en même temps, m'a fait tiquer parce que je me suis mis, moi, dans la peau de celui qui écrit des livres, qui a passé sa vie à entendre les mots des autres et à vivre aux dépens des mots des autres. Oui. J'enseigne la littérature. Je ne fais que cela, moi, m'approprier constamment les histoires des autres, les vies des autres, les expériences des autres. Et s'approprier, là, ça a pris un sens comme un peu sacrilège, alors qu'en réalité, c'est probablement la geste le plus banal du monde. C'est-à-dire, dès qu'on est tout petit, on apprend à imiter, on reprend les mots des autres, on imite. On est constamment dans une forme d'appropriation. Je comprends qu'il y a une différence. Là, je vais y venir à la différence d'appropriation culturelle. Oui. Dabi, Alexandre, vous aviez quelque chose à... C'est beau quand tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir de l'altruisme puis qu'on peut se placer du point de vue de l'autre. Oui, c'est tout à fait légitime pour un créateur aussi d'écrire si il ressent les mêmes choses qu'une personne de ce groupe culturel. Sauf que là, présentement, il y a vraiment... Ça chope, en tout cas, sur la définition de ce que doit être l'appropriation culturelle et comment elle peut se manifester. Oui, puis ça chope, puis en même temps, d'un point de vue pratique, je vois mal comment on va faire pour établir la frontière. Parce que c'est intéressant, dans votre texte, vous parlez, en fait, vous avez peur que l'appropriation culturelle ramène les œuvres à leurs créateurs, à leur appartenance raciale. Puis ça, on le constate, cette racialisation des communautés, on avait l'impression qu'on était un peu sorti de ça depuis quelques années. C'est ça. Puis là, chacun est ramené à son appartenance. Oui, et cloisonné. Il y a un effet aussi qui m'inquiète, puis qui n'est pas impossible à mesurer, c'est l'autocensure. Oui. Puis en fait, j'ai des gens autour de moi, des gens de grande qualité, des créateurs, des écrivains, qui ont abandonné certains projets ou qui ont renoncé à certaines idées de peur, parce qu'il n'y a personne qui a envie de se retrouver dans une controverse ou des accusations de racisme ou d'intolérance. Bon. Et là, à un moment donné, la question, c'est est-ce que j'ai le droit de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu ou que je ne connais pas? Et je pense que c'est là un peu la question fondamentale qui a surgi de toute cette controverse-là. Puis j'ai de la peine à dire qu'on pourrait pas, qu'on puisse pas, en fait, se donner ce droit-là. Mais je veux juste revenir sur la notion d'autocensure. Et maintenant, moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous êtes très, très virulente souvent dans vos chroniques. Cette notion-là d'autocensure, est-ce que vous la ressentez ou vous avez l'impression qu'elle est mal répartie chez les chroniqueurs? Qu'il y en a qui en souffrent plus que d'autres et que vous, ça vous... Ben, en soi, je pense que l'autocensure est saine dans le sens où se remettre en question avant de parler. Ça permet ça. Ensuite, c'est quoi le point qui va faire que tu vas parler ou pas? C'est ça qui détermine, dans le fond, quel type d'autocensure c'est. Mais moi, si je peux me permettre, c'est que tout ce débat-là sur l'appropriation culturelle que j'ai suivi a un peu culminé dans une nouvelle qui m'a vraiment... Il y a les chants de gorge d'une communauté autochtone qui ont été repris par une chanteuse d'une autre communauté autochtone. Donc, on ne parle pas d'un rapport de domination, mais qui a été accusé d'appropriation culturelle parce que la communauté qui, à la base, utilise les chants de gorge a failli les perdre à travers la colonisation et qu'en reprenant cet art-là, ben, eux, ils ne voulaient pas le partager parce que c'est quelque chose qui leur a été arraché. Mais ça ramène, Mathieu Bellil, à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que là, chaque créateur reste dans ce qu'il crée et on peut plus, dans le fond, ce qui est problématique choses, parce que c'est à travers cet échange-là qu'on fait avancer l'art et je pense que peu importe la culture, du moment, dès qu'on entre dans une culture qui a plusieurs centaines d'années ou des millénaires de culture, c'est sûr qu'il y a eu des emprunts, c'est sûr qu'il y a eu des mélanges et c'est ce qui en fait la richesse. La question, comme le disait Nabi, c'est qui en profite? Est-ce qu'on dénature quelque chose qui est sacré, qui a une signification particulière pour un groupe? On le dénature complètement pour le faire imprimer en série par H&M au Bangladesh. C'est un problème. Il y a des degrés là-dedans. Au-delà de ça, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu un problème, il y a eu un manque de communication, il y a eu le fait qu'on n'a pas écouté plusieurs voix pendant vraiment longtemps. Et là, il y a un mot qui est sorti, qui permet de mettre un mot sur une émotion, qui est l'émotion de sentir qu'on nous a volé quelque chose et c'est utilisé à tort et à travers, c'est galvaudé partout, autant dans les médias que par les individus. Mais j'ai l'impression que ça met surtout la lumière sur le fait que
on n'est pas bien, qu'il y a une discussion qui devrait y avoir, qui n'a pas lieu et qu'on a remis à plus tard pendant trop longtemps, qui est la représentation dans diverses formes d'art. Et on peut pas décider que, bon, l'appropriation culturelle, c'est ça. C'est pas juste une grille d'analyse pour ça. C'est une grille d'analyse pour chaque art. C'est différent, le partage de musique, le partage de littérature et tout ça. Oui, je ne peux qu'abonder, puis je vous rejoins, Nabi et Manal, sur la question de... Il y a quelque chose qui s'appelle, c'est pas de l'appropriation culturelle, ça peut être carrément de l'imposture, c'est se faire passer pour le représentant ou le détenteur d'un art. Je sais pas, vous faites semblant d'être un sculpteur inuit, puis vous n'en êtes pas un, là, c'est autre chose. Là. Puis faire de l'argent avec ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, vous donnez l'exemple dans votre texte de Dany Laferrière, dans son roman Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, où il parle. On a l'impression que Dany Laferrière est un grand amateur de jazz et qu'il connaît ça, et il a avoué pas du tout. Il a fait un copier-coller dans le fond. C'est ça, il y a un responsable de quotidien montréalais qui, après Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, qui lui dit ça, c'est clairement un spécialiste de jazz. Dany Laferrière, c'est en fait Ariana Grande seulement. il avait absolument rien, il connaissait à peu près rien du jazz. Il était allé lire des livres là-dessus. C'est-à-dire, c'est ça, un bon artiste aussi, c'est un bon menteur. C'est un grand illusionniste, comme le disait Maupassant. C'est quelqu'un qui est capable de donner l'illusion du vrai, de donner l'impression que la chose est crédible. Puis Laferrière est clairement un maître là-dedans. Et vous terminez d'ailleurs un peu le texte avec cette idée-là que moi, je trouve quand même intéressante, mais controversée. C'est-à-dire que vous dites que la qualité d'une œuvre repose sur la réussite de l'appropriation et que c'est peut-être ça la faute de Robert Lepage, c'est qu'il n'est pas allé assez loin dans l'appropriation culturelle de son sujet. C'est-à-dire que dans le fond, là, c'est un sujet là, qui... D'abord, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très saugrenu à avoir une scène où vous avez des femmes qui chantent des chants d'esclaves et qui sont des blanches. Dans la base, comme on dit, pourquoi? Moi, il faut que je fasse un commentaire pour cela, parce que j'ai suivi le projet très longtemps. J'en ai fait partie, en fait, pendant des années. Ça, on aurait aimé le savoir avant de... Non, mais je voulais vous écouter. Je voulais voir ce que les gens disaient avant de... Et ce qui est important de savoir, c'est que Betty Bonifaci, peu importe ce qu'elle a dit, comment ça a été maladroit et tout ça dans les médias, mais à la base, Betty Bonifaci, ça fait 10 ans qu'elle travaille là-dessus, sur le projet de l'Omax. Puis, à un moment donné, moi, c'est une grande amie à moi, on s'est rencontrés, puis j'avais un chœur avec moi qui s'appelait les Marjos à l'époque, parce qu'on faisait de la capella de Marjo. Et elle nous a trippé dessus. Les Marjos. De Marjos à l'Omax. On va mettre ça sur la page Facebook. Oui, mais c'était vraiment un bon show aussi. Et tout ça pour dire qu'on a créé comme une espèce d'amitié et de création forte avec Betty, et on est devenus ses choristes. Et quand Robert Lepage est arrivé dans le projet, tu dis pas non à Robert Lepage. Vous étiez trop foncé, il vous a tassé, c'est ça? Ben moi, puis oui. Moi, je me suis fait tasser parce que j'étais pas assez noire. Absolument pas, là. Mais non, parce que j'avais d'autres projets. J'étais allée m'approprier Pauline Julien. Mais, ça, c'est à nous, ça, Pauline Julien. Oui, c'est à vous. Je suis désolée. J'étais allée la prendre. J'étais allée la voler. Mais tout ça pour dire que Betty s'est battue pour avoir ces artistes qu'elle a depuis 7 ans, qui travaillent sur ce projet-là. Et Robert, au début, il savait pas trop, puis finalement, Betty s'est tellement battue fort pour dire ces filles-là sont là depuis le début. C'est pas des actrices connues de A, mais je veux justement qu'elles travaillent et tout ça. Donc, il y a vraiment toute cette affaire-là. Moi, j'ai aussi, de proches de Betty Bonifaci, entendu que dans toute sa démarche de 10 ans, là, elle était allée dans le sud des États-Unis. Elle avait parlé à des gens qui avaient connu l'époque de la ségrégation. Et elle leur avait dit son intérêt pour les chants d'esclaves. Et les gens étaient émus parce qu'ils disaient « Nos propres enfants, ils veulent pas en entendre parler. Ça leur fait probablement trop mal de s'intéresser à ça. » Et quelque part, ils étaient reconnaissants que Betty s'intéresse qu'elle partage ce moment-là de l'histoire. Puis entendons-nous qu'avec ses recherches et le travail qu'elle a fait, elle est 1000 fois plus légitime pour chanter des chants d'esclaves que moi qui n'ai fait aucune recherche là-dessus. J'ai grandi dans Hansik. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que dans les champs de coton d'Hansik. Exactement. Je vais chanter du mosaïne si vous voulez, mais c'est tout. Mais je pense que ce que ça peut faire, par contre, quand on attire l'attention sur un enjeu comme ça, c'est de forcer les créateurs, les gens qui sélectionnent le nombre de films, de femmes ou d'hommes qui vont être présentés, c'est d'être plus exigeant, de faire en sorte qu'on ne prend pas les gens qui sont autour de nous. Ah, qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce que j'ai dans mon téléphone? J'ai ma même gang, on va continuer avec la même gang. Si on élargit la réflexion. On élargit la réflexion, puis tu fais, est-ce qu'on est vraiment allé dans toutes les avenues? Est-ce que je suis allé voir dans les églises baptistes de Montréal-Nord pour essayer de voir s'il n'y avait pas des voix qu'on pouvait faire découvrir? Exactement. C'est là que je trouve qu'après, ça l'a glissé, mais on dirait qu'on n'en entendait pas parler de la vraie histoire de base. Les gens ont tout de suite...
Ben, encore une fois, ça revient au fait que personne n'avait vu le spectacle. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui étaient condamnés d'avance. Mais ça revient quand même. Je pense que c'est la fin du deuxième round. Oui, right? c'est la fin. Non, on entend un bruit. La semaine dernière, je pensais que c'était la machine à café. Oui, ben c'est ça. Mais c'est le compresseur. C'est ma colère. C'est un compresseur. La colère réprimée qui sort en style. On est en train de liquéfier du gaz naturel. C'est au ça, fond. c'est un appareil qui permet de brasser de la bière pour que les gens s'intoxiquent. Alors évidemment, moi, je suis pas très à l'aise avec ce bruit-là, mais bon, il paraît qu'on peut rien faire. Faites semblant que c'est du kombucha. Ah oui! Ah, c'est bon, ça. Je termine, Mathieu. Bélis, je veux qu'on parle de votre essai Bienvenue au pays de la vie ordinaire, paru il y a à peu près 1 an et demi. Une réflexion sur... Bon, le titre parle pas très... En fait, une espèce de réflexion sur le manque d'ambition collective des Québécois. Là, je le résume un peu comme ça. Mais est-ce qu'on peut le présenter comme ça? On peut le résumer un peu comme ça. C'est sûr que je fais plein de nuances. Puis Oui. Non, mais bon. Mais c'est un peu ça. Et la démission de Luc Ferrandez cette semaine, ça me faisait penser à votre essai, où vous décrivez un peu comme il est difficile au Québec de sortir du lot, d'aspirer à autre chose qu'une vie. Vous utilisez le terme de vie prosaïque. Donc, en fait, ce qui est fou avec l'histoire de Luc Ferrandez, c'est que on voit un immense écart. Ça m'a frappé hier dans son message. Donc, moi, je connais quand même son travail. Là, je passe souvent dans le plateau. Puis je dois dire que tous mes amis qui habitent sur le plateau, je ne parle pas des commerçants, ils sont en maudit. Oui, ils sont en mais les gens qui ouais. habitent, c'est ça. Les gens qui habitent sur place sont ravis parce que la qualité de vie a augmenté, le bruit est moindre, la verdure est là. Cette qualité de vie, elle est là. Mais son attitude il y a ça. fait en sorte qu'il sort un peu du lot. Oui, mais quelque part, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est l'écart ou l'immense distance entre ce qu'il faisait concrètement et ce qu'il aspirait à faire. Tout à fait. Parce que ce qu'il faisait concrètement, en gros, c'est quand même, on s'excuse, je vais le dire de même, mais c'est quand même sur le plancher des vaches, grosso modo. On ferme des rues. C'est important, là. On réduit des coins. Il faut commencer quelque part aussi. Oui, je suis d'accord. Non, mais hier, moi, ce qui m'a été révélé par son message, c'est l'immensité de ses ambitions, puis la difficulté à articuler cet idéal, de trouver le lien ou le rapport entre l'idéal immense, que j'appellerais un idéal extraordinaire, et d'autre part, les limites bien déprimantes face auxquelles il n'était pas capable de trouver de solution. Et on sent mais dans votre qu'il voulait que essai, ça aille vous parlez qu'au Québec, on n'aime pas ça. Non? Les gens qui sortent et qui ont dans ces réflexions-là. Bon, c'est divisé La en plusieurs première chapitres. chose- Vous parlez de notre rapport à l'humour, un humour qui est rarement dénonciateur des possédants, des gens qui ont du pouvoir. Puis ça, je suis d'accord avec vous. C'est difficile à c'est-à-dire faire. Au Québec, on est passé du prions ensemble au rions ensemble. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'on crée de la J'adopte. communauté, on crée du consensus. Dabi n'est pas d'accord. Non, moi, je m'inscris en faux parce que regardez la mère Hidalgo à Paris. Les Français sont capables de débattre, puis les gens sont pas contents Est-ce qu'on qu'elle peut ferme dire la mairesse, même circulation. si eux disent Madame le maire? ça me- La mairesse de Paris, mais la fermeture des voies sur les berges, ça fait crier bien autant qu'à Montréal. Non, ça, c'est Puis vrai. on s'entend qu'ils sont capables d'avoir des débats, que Laurent Ruquier fait $1 milliard par année avec des émissions de clash. Oui, tu sais. oui, tout à fait. Sauf Il que... ne faut pas toujours dire « Ah, le Québec, on n'est pas capable. » On est capable de faire bien des choses. Oui. Attention. Attendez, le livre. Vous n'avez pas lu l'extrait. C'est pas ça. Ce C'est pas ça. livre-là, c'est pas un livre Non. de Québec bashing. Non. Parce que vous donnez l'exemple, d'ailleurs, vous parlez de la religion. Ouais. Et vous dites que... Et je trouve ça intéressant parce que c'est des réflexions qu'on ne lit pas ailleurs. C'est que vous dites qu'on n'est pas si croyant que ça, dans le fond, et que traditionnellement, on l'a fait ça un peu parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et la religion catholique, évidemment, le clergé était très puissant et s'est installé. Mais les gens suivaient une liturgie qui animait l'ennui des jours. Puis quand ça a été le temps de s'en débarrasser, ça s'est fait rapidement à cause de ça. Oui. Parce qu'on n'était pas dans la grande réflexion théologique. Et il n'y a pas de grands textes théologiques qui sont sortis des évêques québécois ou des penseurs théologiques. C'est intéressant C'est quand même. l'affaire la plus étonnante. Il y a 2 affaires très étonnantes. La première, c'est comment c'est tombé vite et facilement. Oui. Puis ça, je me rappelle de Denis Arcand qui avait dit un jour, il va falloir que quelqu'un nous explique et comprenne comment ça a pu s'effondrer. En mai 64, tout le monde était arrêté d'aller à l'église en même temps. Oui. Puis c'est comme si c'était rien. Ça n'a pas changé. Parce quoi qu'on que ce soit, n'était pas des grands croyants. C'est pour ça que c'est intéressant le parallèle à faire avec aujourd'hui, tout ce débat-là sur la laïcité. C'est-à-dire qu'on n'était pas des grands croyants, puis probablement que dans le fin fond, il y avait déjà un germe de méfiance vis-à-vis de toute forme de prétention. Dans ce cas-là, c'était des prétentions, disons, spirituelles ou religieuses. De sortir de l'ordinaire. C'est ça, sortir de l'ordinaire. Peut-être qu'on les tolérait davantage parce qu'on voyait le curé comme un peu quelqu'un qui évolue dans un univers un peu parallèle Mais au c'était une nôtre. rockstar. Oui. Ben, Entouré d'enfants. ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Mais moi, je pense que le Québec était croyant, mais
moins pratiquants. C'est la pratique surtout qui a laissé tomber Ben, dans, Ouais, moi, tu vois, dans le je dimanche. pense, dans le- oui, moi, je pense que c'est le l'inverse. contraire. Ouais. Je pense que les Québécois étaient Canadiens-Français, Oui. comme disait. Oui, Harry. Canadiens-Français. Oui, étaient extrêmement pratiquants. Oui. Ils étaient très observateurs des rites. C'est grâce à ça qu'il qu'il y a toujours... qu'il se passait pas grand-chose. C'est pas incarné. C'était pas incarné. Puis c'est en partie grâce à ça qu'il y a toujours des francophones dans le nord de l'Ontario, au Manitoba, c'est vrai. parce que ils organisaient la vie aussi. Oui, on leur oui, dirait c'est qu'on vrai. leur donnait de l'argent, Oui. mais s'il y a Oui. des francophones à Sudbury Oui, puis tout à à fait. Timmins, c'est parce qu'il y avait la foi catholique Tout à fait. qui Oui, oui, faisait en c'est un sorte que facteur. c'était Les comme enseignants, ouais. la ligne qu'on franchit pas, puis on va faire des efforts pour parler notre Ben, langue entre nous. Tout à fait. Merci, Nabi, pour Avec cette plaisir. belle contribution. Donc, j'invite les gens à lire, évidemment, le texte dans l'inconvénient, mais de lire votre essai. J'espère qu'il est Merci. encore en librairie. Ah, il est encore en librairie. Il est même en format poche. Ah, donc mon il Dieu. est accessible à toutes les bourses. Wow. Merci, monsieur. Merci, Merci. Mathieu. Merci. Je voulais partir un petit indicatif, mais ma tablette était semi-morte. Madame Drissi, enfin! Ben, Nabi va la chanter. Nabi, chante-nous un indicatif. Non. C'est le moment de Manal! Merci. Je suis nouveau le Jean-Sébastien Ouais. Gérard de ton Ah, non, émission, non, je comprends non, non. bien, hein? OK. C'est bien ça? Je vais le partir. J'aime mieux ça. Très lounge. Et qu'on est content de vous retrouver, Manal. Et que je suis contente d'être là. Ben, j'espère. Donc, vous allez nous faire voyager encore, cette fois-ci au Soudan. Je vous fais voyager. On s'en va dans le nord-est de l'Afrique. Oui. Donc, genre le Nouveau-Brunswick de l'Afrique, mettons. Au nord-est du continent africain, c'est ça, il y a le Soudan qui a 39 millions d'habitants. Et c'était le plus grand pays d'Afrique jusqu'en 2011. En oui? 2011, il s'est scié en deux. Ah. Bon, il y a eu le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et le Soudan du Sud, ça n'a pas très bien été après l'indépendance. C'est vite devenu, en fait, un des pays les plus pauvres d'Afrique, où il y a eu le plus de misère, où il y a eu le plus de morts liées à l'humain. Donc, dans le fond, une famine causée, Ah ouais, causée par une l'humain. famille organisée. C'est ça. Comme les Russes faisaient si bien. Oui, Staline, hein? Ah oui, oui. C'est ce que ça rappelle. Et donc, c'est ça, le 11 avril dernier, le Soudan a vécu son 5e coup d'État depuis son indépendance en 1956, ce qui n'est pas rien quand on considère que le dernier dictateur est resté en poste pendant 30 ans. Ah, Donc, une belle ça longévité. c'est ça. Donc, ça fait quand même 5 coups d'État en Voilà. pas beaucoup de dirigeants. Voilà qui doit faire pâlir d'envie Justin Trudeau. Et en fait, Fils de dictateur. j'aimerais me pencher sur l'histoire du Soudan parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait que le régime est tombé le mois dernier, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années d'avant pour que le Soudan en arrive là. Et quand on recule pas très loin dans l'histoire, les colonisateurs du Soudan, c'était l'Égypte et le Royaume-Uni. Et dans les années 50, quand ils sont partis, ils ont vraiment laissé un pays fragmenté. Donc, au niveau de la religion, au niveau économique, au niveau social, ça allait vraiment pas bien. Il y a 60 communautés distinctes. Eh là là. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gestion. Et ce qui se passe, en fait, c'est que Khartoum, donc la capitale, est au nord du pays. Donc, c'est là qu'il y a la richesse, c'est là que les décisions se prennent. Et là, toute la périphérie du pays se plaignait du fait que les ressources ne se rendent pas, qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils sont beaucoup plus victimes de pauvreté que le centre-nord, dans le fond, près de la capitale. Et le nord est arabe et musulman, le sud est noir et chrétien. Donc, ça aussi, ça fait beaucoup de tensions. Il y a un passé esclavagiste au Soudan. Et ce qui arrive, c'est qu'en fait, ça va jusque-là, même quand le dictateur est élu, comme la plupart des dictateurs, au moment où ils arrivent comme des sauveurs. Donc, ils ont un plan pour la société. On va améliorer les infrastructures, l'accessibilité à l'éducation, à la santé et tout ça. Donc, dans les premières années, il y a une espèce de lune de miel. Il y a quelqu'un avec une poigne de fer qui faisait partie de l'armée depuis l'adolescence et qui a participé à ce mouvement rebelle-là pour reprendre le pays et lui donner de l'espoir. Mais là, dans les années 80, on découvre du pétrole. Dans le sud du Soudan. C'est une plaie. Exactement. Et là, ce qui se passe, c'est que la capitale continue, dans le fond, de faire du profit avec les ressources du pays sans jamais faire parvenir ces richesses-là aux périphéries. Et c'est là, dans le fond, que ça commence à aller vraiment mal parce que ça se transforme en guerre civile nord contre sud. Et il faut souligner aussi que Omar al-Bashir, donc, qui a pris le pouvoir en 89 et qui est sorti le mois dernier, a fait un coup d'État sans faire couler de sang. Ce qui a fait que les gens avaient d'autant plus d'admiration pour lui parce qu'il avait réussi à prendre ce pouvoir-là avec l'appui du peuple, finalement. Un coup d'État dans le Presque savoir-vivre. une démocratie. Ouais. Presque. Wow. Ça fait rêver. Quand il y a eu le pétrole et qu'on a exploité tout le pétrole du Sud, les
communautés dans le Sud ont réussi à créer une espèce de solidarité malgré leurs tensions pour se faire entendre au Nord. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même 94% de l'exportation du pays, c'est du pétrole. Donc, ça devient, ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. On a vu ce qui est arrivé au Venezuela, qui a fait la même chose. En Alberta? Exactement. Quand le prix du baril a baissé, ben, ça fait s'écrouler toute l'économie. Et la Chine devient un partenaire important. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on donne du pétrole à la Chine. La Chine fait construire des infrastructures dans le pays. Donc, ça fait un échange comme ça. Et là... La Chine qui est très présente en Afrique. Beaucoup, oui, beaucoup. Au Congo, particulièrement. Est-ce que la Chine, elle possède des... Mettons, dans le pétrole, est-ce qu'elle a des intérêts ou elle est juste acheteuse? De ce que je sais, elle est juste acheteuse, mais je ne mettrais pas ma main au feu. Et est-ce que ça là-dessus. monte ou ça descend pour les actions? Non, OK. Tu vas investir On sait jamais. On sait jamais. Il faut penser à ces vieux jours. avec ton salaire d'artiste. Exact, les intermittents du spectacle. Et c'est en pleine guerre civile comme ça que, il y a des centaines de milliers de morts, il y a une augmentation de la pauvreté, mais en parallèle de ça, il y a la région du Darfour, dont on a beaucoup entendu parler au début des années 2000, donc qui est située à l'ouest du pays. Donc là, on a la guerre civile nord-sud, il y a le Darfour dans l'ouest qui va pas bien, donc ça fait beaucoup de zones dans le pays qui sont enflammées et qui sont toutes loin du pouvoir central. Et là, en 2005, pendant qu'il y a le génocide au Darfour, on signe un accord de paix nord-sud. Il y a 2 millions de morts dans cette guerre-là, ce qui est énorme. On signe une nouvelle constitution, donc on considère que là, ça devrait se calmer. Il y a le tribunal pénal international au même moment qui dépose des accusations contre Omar el-Bachir pour crimes de guerre et contre l'humanité, pour ce qui se passe au Darfour. Mais là, après, en 2005, il y a la nouvelle constitution, mais 6 ans après, ça va mal au point où le sud du pays se sépare, s'en va. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire au Soudan du Sud. Il y a le premier ministre et son vice-premier ministre qui sont de communautés rivales et qui font une espèce de pacte de réconciliation pour représenter le nouveau Soudan. Et ça a duré quelque chose comme 6 mois avant que l'un soit soupçonné de préparer un coup d'État contre l'autre et que là, ça se redivise en guerre interethnique dans le Sud pendant que... Mais on s'entend que le partage au début de l'Afrique s'est fait de façon vraiment harmonieuse et intelligente. Oui. Je pense que ça peut être une de nos grandes fiertés. Ben, c'est pour ça que quand on regarde d'ailleurs une carte de l'Afrique, c'est vraiment carré parce que c'était des dirigeants européens qui se sont assis autour d'une table et qui ont divisé ça avec une règle. Donc, c'est des frontières très, très droites qui sont pas très naturelles. Et juste après, c'est ça je l'ai déjà dit. Et les relations entre le Nord et le Sud sont tendues à ce jour parce qu'on ne s'entend pas sur qu'est-ce qu'il faut payer pour faire parvenir le pétrole du Sud par les oléoducs jusqu'au Nord. Donc, évidemment, le Nord ne veut pas payer, considère que c'était quand même ses terres, même s'il y a eu l'indépendance On a de la misère depuis. à s'entendre à travers le Canada. Et même quand il y a... Oui, ça reste... Oui, mettons, il y a une un peu paix, moins de morts. Un petit niveau de plus, quand même. Un génocide de moins, mettons. Exact. Et à ce moment-là, il y a Wikileaks qui sort et pendant le scandale Wikileaks, on apprend que Omar al-Bashir est accusé d'avoir volé des milliards de dollars, 10% du PIB annuellement qu'il volait à son peuple, l'argent du pétrole. Et là, c'est dans ce climat hyper instable que l'hyperinflation s'installe, comme dans beaucoup de pays africains dans les dernières années. Et en décembre 2018, donc en décembre dernier, le prix du pain a triplé en une journée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement aux fois précédentes, c'est que même les gens qui avaient l'argent pour acheter du pain, bien, les boulangeries n'ont plus de farine. Donc, avoir les moyens ne suffisait plus pour survivre. Et là, ça a fait un soulèvement qui a duré de décembre dernier jusqu'à avril. Mais ça a été un soulèvement, entre guillemets, pacifique, dans le sens que les gens étaient fâchés, ils étaient dans les rues à toutes les semaines, mais il n'y a pas eu d'affrontement aussi grand que pendant la guerre civile ou ce qu'il y a eu au Darfour. Et à ce moment-là, le président jouait aussi le jeu de, tu sais, il était intouchable, il continuait ses prises de parole publiques comme si de rien n'était. Et le peuple se gardait bien de le critiquer directement. Donc, on critiquait l'hyperinflation, on critiquait le régime en général, mais on se gardait bien de le critiquer lui. Et c'est là que ça a beaucoup changé au mois d'avril parce qu'il y a eu une espèce de perte d'espoir au sein de la population et les gens se sont mis à carrément l'apostropher dans la rue quand il passait dans ses voitures de luxe. Bien, les gens s'adressaient à lui
ils n'avaient plus rien à perdre. Ouais, Donc, tout à ils fait. s'adressent à lui en lui disant, ben, on veut plus de toi au pouvoir, il est temps que tu partes, etc. Et c'est aussi la première fois qu'il y a autant d'États qui le supportent normalement, qui l'ont supporté pendant ces 30 ans de règne, qui là se soulevaient pour dire, là, ça suffit. Donc, on se retrouve avec 13 des 18 États du Soudan qui se sont soulevés contre Omar el-Bashir. Et les manifestations ne se sont pas essoufflées parce qu'on voit d'habitude, après quelques semaines, après quelques mois, il y a de la répression aussi. Ça n'a pas suffi à faire arrêter les gens. Et même qu'il y a des gens bien placés qui ont supporté ce mouvement populaire-là. Par exemple, les médecins refusaient d'aller dans les hôpitaux militaires pour soigner les militaires parce qu'ils considéraient que les militaires devraient supporter le peuple au lieu de supporter le pouvoir. Et c'est ce qui s'est Je sais pas si passé. nos médecins spécialistes feraient ça ici. S'il y avait Imagine. à moins d'avoir peut-être une prime. Une prime pour supporter la révolution. Ah, c'est pas pire, ça, on devrait y penser. Les femmes C'est aussi. sûr qu'il y a des gens qui prennent des Ah, notes. déjà, ouais. Luc Ferrandez. Les femmes ont vraiment fait partie intégrante de cette révolution-là. On les a vues partout, on les a vues dans les rues. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le mois dernier, il y a cette image virale d'une jeune femme qui était sur le toit d'une voiture et qui chantait Taorat, ce qui veut dire révolution. Et ça a vraiment été l'image, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de révolution tant qu'il n'y a pas une image qui devient virale partout dans le monde et qui représente cette révolution-là. Eh bien, ça a été elle, une architecte de 22 ans qui est sortie dans la rue, qui a alimenté ce mouvement-là. Et le lendemain, l'armée a pris le pouvoir du pays. Le président a été mis dehors et, comble de l'ironie, ils l'ont mis en prison. Dans la prison, lui a enfermé des prisonniers politiques pendant 30 ans. Donc, bien fait. je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Les réseaux sociaux, comme en Algérie, comme pendant le printemps arabe, ça a eu énormément d'influence pour aider les gens à s'organiser de manière cachée au gouvernement pour pas que ça soit accessible. Donc, c'était pas ouvertement sur Facebook. Ils ont vraiment développé des réseaux. Donc, le ministre de la Défense a repris le pouvoir du pays. Et là... Est-ce que ça pourrait être donc une inspiration pour de futures révolutions, justement, parce que là, Pas pour l'instant. Bon, c'est ça. Pas pour l'instant. L'Algérie serait beaucoup plus un exemple de ça. Et la raison pour ça, alors qu'ils sont pas très loin, le Soudan et l'Algérie vivent les deux une révolution en même temps. Et là, vous allez me dire, rendu au 5e coup d'État, ils doivent savoir comment gérer ça. Mais pas tant parce que c'est ça, il y a toujours... Bon, il y a l'équipe du président sortant qui est toujours en arrière pour reprendre le pouvoir. Donc, c'est ça le risque, c'est de se retrouver avec la même équipe, mais une autre figure à leur tête. Sinon, c'est des groupes religieux qui vont arriver, qui vont rentrer dans les coins les plus pauvres, les coins où il y a de la famine, et dans le fond, leur offrir de quoi manger, leur offrir de l'argent et des services en échange de leur vote. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gouvernements religieux autoritaires. Mais l'Algérie a l'avantage, si je peux dire, entre guillemets, d'avoir déjà vécu la montée de l'islamisation, de l'islamisme. Donc, ils savent à quoi s'attendre, ils savent comment l'éviter. Donc, l'approche de l'Algérie face à ça est peut-être un petit peu plus organisée, plus préparée que le Soudan. Il y a aussi un niveau d'éducation qui est plus élevé en Algérie qu'au Soudan. Donc, on ne parle pas du même pouvoir populaire. Et ce matin, on apprenait justement que là, il y a les négociations entre le peuple et l'armée qui est au pouvoir sont arrêtées pendant 72 heures parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la façon dont ils vont passer le pouvoir, parce que là, l'armée veut garder le pouvoir pendant 3 ans avant de le passer au peuple. Le peuple dit que c'est trop long, qu'ils le veulent plus tôt. Il reste 3 ans qui va devenir... Exactement. La révolution qui risque cubaine de se devait durer transformer. 18 mois, puis elle est toujours en place. Voilà, puis là, alors que ça fait 5 ou 6 mois que les manifestations se font dans une certaine pacificité. En ce moment, il y a la tension qui monte, il y a des morts dans les rues, il y a de la violence qui escalade du côté du peuple et du côté de l'armée. Donc, c'est vraiment une situation à surveiller parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de ça. On leur souhaite que ce soit comme en Algérie, puis qu'il y ait... parce que là, en Algérie, en ce moment, ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent non seulement... La démission, ça n'a pas été assez. Le fait que les élections... Aussi, que Bouteflika n'allait pas se présenter aux élections et tout ça. Les gens refusent de s'arrêter tant que tout son entourage et tous les gens qui sont liés à lui ne sont pas retirés du pouvoir. Arracher la racine du mal. Exactement, complètement changer le pays. Donc, on leur souhaite au Soudan d'avoir les ressources pour faire réformer le système. Ben, merci beaucoup, Mme Drissi. On avait hâte de vous réentendre. Les gens vous accordent. Et là, Nabi, Alexandre, on vous entend depuis le début. On est content que vous soyez là. Moi, je voulais que vous soyez à la balado parce que la balado, il y a des gens qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils ne connaissent pas ce domaine-là, que dans le fond, c'est la première fois qu'ils écoutent une balado. Et là, je trouvais ça important qu'on parle du monde de la balado et qu'on a quelqu'un
qui connaissent ça et qui nous fassent des suggestions. Vous l'avez fait à Radio-Canada plusieurs fois, ce rôle-là. Vous l'avez fait à Gravel le matin, entre autres. Absolument. Oui. C'est parce que c'est un intérêt, c'est une passion. Je pense que c'est un peu comme quand on découvre la télé à la carte. C'est Oui. un peu ça difficile de revenir avec les annonces. Avec le câble, oui. Donc, il faut découvrir des balados qui nous plaisent, puis après ça, vous ne reviendrez pas facilement à la radio traditionnelle. Voilà. Oui. Et là, vous avez une sélection de balados. Je salue mes patrons à Radio-Canada en ce moment. Je trouvais très audacieux quand même. Ils sont très heureux. Ils sont ravis de mon commentaire. Ouais, mais vous savez, quand on fait le saut dans l'inconnu de la balado, comme ça, là, on ressort Puis, il y a revigoré. une belle Je vous en variété aussi de donne un- Radio-Canada. oui. Ah, ben oui. De balados de Radio-Canada. Je Donc tiens là, à le souligner. vous avez des suggestions, ça va être coupé au montage de toute façon. Vous avez des suggestions, vous avez des suggestions de balado sur l'actualité, en fait. Mais absolument, parce que vous savez, la beauté, c'est qu'on peut trouver du sur-mesure. Pour Oui. les fans de Fred Savard, il n'y a qu'une seule option, le balado de Fred Savard. Mais pour les fans d'actualité, il y a plusieurs excellentes options. Puis je me souviens un petit peu de ce qu'avait dit Lise Thibault, notre ancienne gouverneure, lieutenant-gouverneur, Oui. qui disait qu'à 8 h du matin, elle se levait pour avoir lu 3 journaux, pas comme un citoyen ordinaire lit le journal, mais comme un chef d'État lit le journal. Mais là, il y a de moins en moins de journaux imprimés. Oui. Et il faut, je pense, se tourner, si on veut être une Lise Thibault, je ne sais pas qui voudrait ça, être une Lise Thibault 2.0, il faut se tourner vers le balado. Et on commence donc le matin à 5 h en écoutant The Daily. Oui. Le Daily, c'est le balado du New York Times. C'est le modèle du genre animé par le journaliste politique du New York Times, Michael Barbaro. Oui. 20 minutes où on prend le sujet qui a retenu son attention, on l'analyse en profondeur avec les gens qui ont travaillé sur le dossier, puis ensuite on garde une petite portion pour faire un survol des autres événements incontournables dont il fallait avoir conscience aujourd'hui. C'est très bon, le ton est parfait. Mes collègues de Faites du bruit sont amoureux de tous et toutes de Michael Barbaro, qui a comme il s'intéresse à des sujets intéressants. Il le fait sincèrement, puis il nous les transmet de façon intéressante avec des invités de qualité. C'est extraordinaire. S'il y avait comme un Coke et un Pepsi, vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure de Up First, qui est la version de NPR. Ça, ce serait notre Coke. Donc, je vous laisse écouter un petit extrait de The Daily. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, years of multinational efforts have failed to get China to play by the international rules of trade. Now, Donald Trump has launched an all-out trade war in which the U.S. is taking on China alone. Là, on est dans le formel quand même. Là, on est dans le formel, on est dans la présentation. Là, ensuite, ils vont arriver avec des exemples plus concrets où on parle à des gens qui vivent les effets de ces nouvelles sanctions contre la Chine. Puis on va comprendre les origines de ce conflit-là. Comment est-ce que depuis la fin de la guerre froide, les tensions apparaissent et se développent. Donc, c'est bien expliqué. Puis, vous savez, chaque jour, il y a 1 million d'auditeurs fidèles qui écoutent le balado. Ils ont 5 millions d'auditeurs différents chaque mois. C'est un succès extraordinaire depuis Oui, 2010. puis en plus, ben, parce qu'on parlait de ton formel, c'est vrai que c'est formel, mais en même temps, il y a quelque chose de très rond dans sa voix. Il réussit à nous, justement, à nous résumer ça en une vingtaine de minutes. Ça se prend très bien le matin, c'est pas du tout aride. Là. Sans Absolument. être mêlant, c'est ça l'enjeu, c'est de La faire clarté. 20 minutes sans que tu aies besoin de l'écouter 3 fois pour saisir. Oui. Parce que nous, on fait 2 heures aujourd'hui. Là. Mais ça va être condensé. Vous m'avez pas dit qu'on Non, faisait non, du non, montage. non, pas Ok, du tout, bon, non, bon. pas vraiment. Ensuite, Up First. Donc, je vais y aller rapidement. Up First, qui serait comme le Pepsi. Donc, si on avait le Daily, qui est le Coke, ça, c'est le Pepsi. Donc, c'est l'équivalent, mais par les chaînes publiques américaines, NPR. Donc, on résume cette fois-ci en 15 minutes, puis on prend plus qu'un sujet. Mais on fait quand même un survol de ce qui intéresse nos voisins américains. Écoutons encore un petit extrait. President Trump is expected to announce a new immigration plan today. Yeah, and the system would become more merit-based. I don't think most countries are giving us their finest. Do you agree? But will either party go for this idea? I'm Noelle King here with David Green, and this is Up First from NPR News. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, tout à fait. un autre ton, mais on reste encore une fois dans ces sujets qui passionnent les Américains. C'est fun, mais des fois, on se dit, j'aimerais ça avoir le sujet qui intéresse les Canadiens et les Québécois. Oui. Et, eh bien là, on a Radio-Canada qui a une excellente proposition pour vous. Ben voyons donc! Donc, ça s'appelle Ça s'explique. C'est un balado qui est présenté par Alexis Delancer, que vous connaissez peut-être de RDI. Oui, tout à fait. Mais qui est vraiment
Très, très bon lui C'est aussi. très bon. C'est très bon. C'est très bon. Puis moi, ce que je trouve fascinant de travailler à Radio-Canada, c'est de se dire qu'on a des Hélène Faradji, de se dire qu'on a des Robert Frozy. On a des experts dans tous les domaines. Et quand il y a un sujet d'actualité incontournable, on peut les texter et leur dire « Descends, on vient enregistrer un balado ». Donc, tous les matins, du lundi au vendredi, ça s'explique avec Alexis de Lancers. On peut écouter encore une fois un petit extrait. Salut, ici Alexis de Lancers. Divulgaché, nounoun, démocrature, blockchain, jarniguane, hypersexualisation. On a parlé de tout ça la Ce n'est là semaine dernière. qu'un petit échantillon des nouveaux mots qui font cette année leur apparition dans les dictionnaires. Le petit Larousse et le petit Robert ont dévoilé dernièrement leurs listes respectives et comme toujours, ça fait beaucoup jaser. Notre question, comment les nouveaux mots font-ils leur chemin jusqu'au dictionnaire? Et c'est Guy C'est Bertrand. parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Guy Bertrand qui nous explique ensuite comment est-ce que les mots sont choisis et à quel point il ne faut pas voir le dictionnaire comme quelque chose de prescriptif, mais bien de descriptif. Donc, c'est pas parce que le mot entre dans le dictionnaire qu'il faut l'utiliser. Parce que Et à l'inverse, c'est pas parce que Guy Bertrand dit un balado qu'il faut dire un balado, on dit bien une balado. Voilà. Moi, j'apprécie le fait que dans le podcast québécois, il n'y a pas la petite musique dramatique que les Américains aiment mettre partout, à toutes les sauces. C'est très immersif, Manal. Les gens aiment ça, il paraît. Oh non, ça fait décrocher. D'ailleurs, pendant votre chronique sur le Soudan, on va rajouter une grosse musique dramatique tout le long. Vous écoutez Fox News. on poursuit du côté des Français qui aussi ont l'équivalent qui s'appelle Programme B. C'est présenté par Binge Audio. Donc, c'est Thomas Rossec qui s'empare d'une question d'actualité et qui, lui aussi, nous l'explique un sujet à la fois. Puis là, on est moins dans l'actualité au jour le jour. Donc, on peut parler des repentis de la finance, de l'éjaculation féminine, qu'est-ce qui reste de Wikileaks, le festival on est très méta. C'est drôle de suite d'idées, ça. Éjaculation féminine. Wikileaks, je pense que ça fonctionne. Là. Festival de Cannes aussi s'enchaîne bien. Écoutons un extrait. Salut, c'est Thomas Rozek. En ce moment, les yeux tout entiers de la cinéphilie sont rivés, comme chaque année depuis bientôt 75 ans, sur la French Riviera, et précisément sur Cannes, où se tient le traditionnel festival auquel le nom de la ville sera à jamais associé. Des premiers échos de Cannes, d'ailleurs, nous parviennent notamment des polémiques, ça aussi ça devient une tradition, polémiques notamment sur les mutations que connaissent la fabrication et la diffusion du cinéma et des productions culturelles en général. Aussi, Edouard Baird a-t-il profité par exemple de la cérémonie d'ouverture pour glisser un petit taquet à Netflix déguisé en plaisanterie. Le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix. Derrière cette petite guerre des nerfs entre plateformes et cinéma, disons traditionnel, il y a de vrais enjeux. Et on a eu envie de regarder au-delà des petites phrases plus ou moins bien senties et de nous interroger sur deux concepts qui désormais règnent en maître sur la pop culture, qu'il s'agisse de cinéma d'ailleurs ou de séries. Les blockbusters... On va l'écouter au complet, je pense. On est parti, puis c'est la chronique d'Hélène, dans le fond, mais en 30 minutes. on est plutôt du côté d'une quinzaine de minutes, donc un sujet décrypté comme ça chaque semaine. Puis si vous voulez, on termine avec moi, ce qui est mon daily show, si on veut. C'est deux Belges, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, sur France Inter, qui, chaque jour, parlent d'actualité, de politique, avec un ton badin, en s'amusant. C'est vraiment très drôle. Il faut évidemment s'intéresser aux enjeux européens, mais c'est intéressant. C'est quand même un bon bout de la planète. Un gros continent. Absolument, exactement. Donc, plusieurs sujets. Moi, je fais des découvertes littérature, théâtre. Ils ont des invités géniaux qui les accompagnent et qui commandent 3 sujets d'actualité. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'écouter le Moment Meurice, qui est sans doute un des moments les plus célèbres de cette émission-là. C'est comme les vox pop de Guy Nantel, mais bien fait. Ah, mon Dieu! J'ai eu peur! Ouch! Et là, on est maintenant, cette fois-ci, sur le Festival de Cannes à nouveau et sur le prix remis à Alain Delon pour rejoindre la chronique d'Hélène. Je vais vous parler du Festival de Cannes aujourd'hui, puisque cette année encore, Hippolyte, vous avez loupé la palme d'honneur. Pas assez homophobe, pas assez sexiste, pas assez raciste. Et du coup, c'est Alain Delon qui va la recevoir. Allez, Hippo, on se reprend. Allez insulter une lesbienne centrafricaine et on en reparle l'année prochaine. Et oui, c'est ça, c'est la France, c'est la France, c'est la France, messieurs, dames. Alain, il tape sur ses gosses, sur ses meufs, il dit que l'homosexualité est contre nature, et c'est la France, nom de Dieu. Et les Français ont un point commun avec Alain Delon, c'est qu'ils aiment Alain Delon. Et je le sais, je suis arrivé ce matin.
Mais ces idées politiques, on s'en fout. Qu'il soit fasciste, qu'il soit ce qu'il veut. Hein, moi, je dis que c'est un très très grand acteur. Il peut être fasciste, monarchiste, nazi, tout ce qu'il veut. Même s'il était nazi, il faudrait lui remettre la palme d'honneur. Bien sûr. Alors, c'est cohérent. On voyait une cohérence. Alors, je suis pas certain que ça va être une grosse patate dans le festival de Cannes si un nazi reçoit la palme d'or. La palme d'honneur est attribuée à Himmler pour l'ensemble de son nom. Ça se tente. Je suis un peu sceptique. À voir. Donc voilà, ça vous donne une idée du temps. Puis c'est aussi surtout des sujets d'actualité, littérature, musique, théâtre, cinéma. Vraiment très, très bon. Ça s'appelle Par Jupiter. Merci. J'ai une question. J'ai une question pour Nabi. Je ne sais pas si tu as la réponse. On écoute quand même pas mal de podcasts d'ailleurs au Québec. Je me demandais si les podcasts québécois avaient... Je ne sais pas si les podcasts québécois ont la cote là-bas, mais je sais par contre que dans Par Jupiter, entre autres, un invité sur 4 à peu près est québécois. Donc oui, il y a beaucoup de Québécois en France actuellement et ils les reçoivent allègrement. Donc ça nous permet d'avoir un qu'on fait du podcast de qualité puis que ça devrait réverbérer. Absolument. Travaillons sur une espèce de tout TV, mais des balados, des chaînes publiques et balados indépendants aussi. Oui, c'est l'avenir. Nabi Alexandre Chartier, merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais avec votre chronique, de nous donner le goût d'aller écouter des balados un peu partout. Barbara Judith Caron. Oui. Je vous réveille. Moi, j'ai pas le droit à un petit indicatif. Ah oui, je vous l'offre. Il va être un petit peu électro, vous allez voir, ça va être très, très bon. Des robots. Des robots qui dansent. J'aille pas ça. J'avoue que les petits indicatifs, c'est un peu tout ce que vous pouvez retirer de cette balado qui est bénévole. C'est notre paye. Oui! Barbara, on est content de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était... On a eu un petit glitch de calendrier. Vous êtes très occupé, hein? Oui, vous êtes aussi souvent à l'extérieur. Oui. Moi, c'est un petit peu plus compliqué là, avec mon horaire. Vous êtes très... Oui, voilà. Alors là, parlant d'extérieur, il y a des gens qui aimeraient quitter un peu. En fait, c'est ça. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou des gens dans votre entourage ont vécu l'espèce de course au logement cette année qui a été particulièrement difficile. Oui, mais comme propriétaire. Franchement. Mais je sais pas. Moi, au bureau, les gens se cherchaient des logements et c'était... c'est ça. Tout le monde a ri de moi quand je déménageais en décembre, mais moi, je ris de vous maintenant. Mais c'est logements loués et ceux qui voulaient acheter. Oui, mais particulièrement... En tout cas, moi, c'est sûr qu'au bureau, c'était davantage des gens qui cherchaient à louer les logements. C'est pauvre, mais moi, je suis entourée d'artistes. Faux. Mais donc, c'était extrêmement compliqué. Oui. Donc, et les gens, là, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui arrivaient au bureau le matin, un petit peu en panique, là, plus les jours avançaient. Là, donc, on parlait de pénurie de logement, là, qui n'est pas tout à fait une crise du logement. On disait taux d'inoccupation de 1,9 % à Montréal, qui ne se comparait pas tout à fait au 0,7 % de 2002. Là. Mais quand même, et bien, évidemment, qui dit pénurie de logement dit aussi, ça dit aussi prix qui grimpe. Et là, ce qui m'amène un peu à vous parler d'un pan de mon intimité. Ah, mon Dieu! Si on veut, parce que mon plaisir coupable, en ce moment sur Netflix, c'est How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny. Wow! C'est une émission qu'on décrit, et c'est pas très bon. C'est comme une Marie Kondo, mais du logement. Elle dit, si ça t'apporte pas de joie, deviens sans-abri. Non, mais attends, alors je vous donne la description officielle. Et ça va comme suit. Alors, l'animatrice et experte immobilière Sarah Beeny va à la rencontre de propriétaires futés qui partagent les récits amusants de leur vie sans hypothèque. Alors là, je vous invite à gérer vos attentes pour la portion récits amusants, parce que je pense que ce sont un petit peu inspirés de ton émission, Fred, à savoir on n'est pas dans la dictature du rire. Non. Donc, amusant, c'est très relatif. Mais quand même, moi... Ça sera la dernière chronique de Barbara avec nous cette année. J'aimerais rappeler aux gens que je garde souvent votre chat, maintenant vos chats. Alors, je ne suis pas certain que c'est un très bon move de me retirer de l'émission. Enfin, mais bref, moi, c'est quelque chose quand même qui me fait rêver jusqu'à un certain point de ne pas avoir à se soucier de payer un loyer ou presque pour le reste de ses jours. Comme la vie d'un boomer. Oui, mais si on veut. Mais dans l'épisode 3, là, ça s'en vient. Là, vous voyez, c'est un long détour, mais on arrive au cœur de cette chronique express. Dans l'épisode 3, on parle d'une femme dans la vingtaine qui a compris qu'elle n'aurait jamais les moyens de pouvoir s'acheter un appartement ou une maison à Londres et qui a décidé
de s'acheter une espèce de rafio, oui. de le retaper et de vivre sur l'eau. Ouais. Puisque le coût pour s'installer dans un emplacement, là, dans les canaux, dans une marina, ça lui revenait moins cher. Et oui, ça, c'est fascinant quand on va à Londres. Moi, je suis allé une seule fois et quand on se promène, quand on sort du centre-ville, évidemment, il y a des bras, en fait, de la Tamise. Je pense que c'est ça. Et il y a des gens qui vivent, en fait, sur des péniches. C'est ça. Et donc, elle peut rester là à peu près. La seule contrainte, finalement, c'est il faut qu'elle se déplace à toutes les 2 semaines. Oui. Donc, ça, c'est comme le stationnement à Montréal. C'est ça, c'est Ben, parce c'est qu'il ça. nettoie Donc, la on rivière. change de bord de rue. Il nettoie la on rivière avance avec un des petit balais. peu Ça dans devient le canal. compliqué pour le courrier s'il faut que tu déménages à chaque 2 semaines. Oui. Changement d'adresse non-stop. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment ils s'organisent exactement. Mais donc, c'est quand même pas la première fois qu'on entend parler de cas comme celui-là. Mais quand même, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les grandes villes. Bon, évidemment, des grandes villes qui ont accès là, à l'eau. À un point tel que le New York Times a consacré un long reportage récemment sur ce... je ne sais pas si on peut parler d'un phénomène, là, parce que c'est rapide là, de dire un proto-phénomène. là, mais en tout cas, bref, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette solution-là. Et ils ont consacré un reportage dans leur section Real Estate. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ce qui commence à changer, c'est que, parce que, bon, évidemment, il y a vraiment des gens qui se tournent vers cette solution-là, mais qui n'est pas... c'est-à-dire, moi, je voyais des photos, là, c'est des bateaux, mais c'est exceptionnel. Au début, je voyais des photos, puis je disais, mais là, on parle de... C'est des appartements, ça, c'est des maisons. Ouais, Mais c'est finalement, ça. non, c'était des bateaux, mais je dis, sur 2 étages. Ouais, c'est ça ça. n'avait pas de bon sens. Mais là, ce dont il est question, ce sont des gens qui se tournent vers cette solution-là, pas parce qu'ils ont le pied marin, mais parce que la hausse des loyers les force à choisir ce style de vie-là. Donc, et bien entendu, ce sont des gens qui ont des ressources monétaires limitées, mais souvent aussi... Ce qui est vraiment impressionnant, ou en fait, ce qui est choquant, plutôt pas impressionnant, mais c'est que, par exemple, on retrouve dans le reportage un couple de professionnels qui travaillent. Oui, c'est ça. Les deux ont un emploi et ils doivent se tourner vers cette solution-là. Donc, c'est dire à quel point l'accès au logement, ça pose un problème. Et c'est là que ça devient vraiment... C'est un sujet fascinant. Et bon... En fait, c'est comme à Paris. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des cas péniches. d'infirmières. Oui, il y avait des infirmières qui vivaient dans leur voiture, qui avaient un travail d'infirmière et qui étaient incapables de se trouver le moindre logement à Paris. Ben, il est en train de se passer ça à Toronto aussi, des gens qui doivent aller tellement loin du centre-ville. Puis il y a beaucoup de pour jeunes pouvoir se loger. snowboarders à Whistler aussi. Mais, Pas la même chose. mais un des cas qui est écrit dans ce long reportage-là, c'est un doctorant en économie, là, juste pour être ironique, qui lui étudie à la New York University, qui raconte qu'il a décidé, lui, de s'acheter un bateau de 41 pieds à 10 000 $. Puis là, il reste que la location de quai à payer. Et souvent, ces locations-là, ça inclut eau et électricité. Et ça lui coûte un petit peu moins de 300 $ par mois dans son cas. Donc, c'est assez avantageux. Puis ce qu'il nous dit dans l'article, c'est oui, j'aurais pu me trouver quelque chose à New York, mais il aurait fallu que je fasse de très longues heures en transport en commun, puis dans le fond, se résoudre à louer un espèce de logement à pas de fenêtre, là, à peu près. Et là, on peut se dire, ben franchement, tu sais, faire une coupe de minutes de transport en commun, il n'y a rien là. Mais dans son cas, à lui, juste pour se rendre à son bateau, il doit prendre 6 trains et marcher pendant 40 minutes. Fait qu'on se dit que si ça, c'était sa solution... L'autre solution, c'était quoi? 8 trains, puis je veux dire, 2 heures de char? Bon, tu sais, fait que on parle pas ici de luxe quand même. Évidemment, bon, vivre de cette manière-là, ça pose aussi toute la question de l'adaptation au climat, hein, parce que la vie sur un bateau à moins 20 degrés, ben, il y a certains défis, comme on dit. En cas d'inondation, par contre, c'est pratique, non? C'est certain. J'habite au 2e étage, 3e, 4e. J'ai des nouveaux voisins. Mais donc, toujours dans le même article, on parle à un couple qui vit à Chicago sur un bateau et qui rapporte que pendant l'hiver, eux, ils doivent couper leur source d'alimentation en eau pour éviter que les tuyaux gèlent et qu'évidemment, après ça explose. Donc, ça les oblige à prendre leur douche dans un édifice attenant à la marina ou même parfois au gym. Là, je vous parle des États-Unis, mais ça se passe aussi chez nous, notamment à Toronto, où le prix moyen d'une maison, ça avoisine le million, là, quand même. Donc, on trouve des solutions créatives ou aquatiques, là, disons, pour se loger. Et Radio-Canada avait fait un reportage là-dessus il y a 2-3 ans à peu près.
Et il y avait un homme donc, qui avait décidé de faire le move, parce qu'on est à Toronto. Oui. Et les frais de quai, c'est à peu près 830 $ par mois dans son cas. Et sa fille avait été confrontée au même problème, avait décidé de déménager à Ottawa pour 1200 $ par mois dans un logement là, sur Terre. J'ai vu un reportage sur des gens à Toronto qui habitaient dans un entrepôt U-Haul. Ah ouais. Puis c'était assez impressionnant. Ils s'étaient vraiment installé un bon système et tout. Il fallait pas évidemment qu'ils se fassent prendre, mais vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube et on la mettra sur le site Internet. Oui, sur la page Facebook de la balado, oui. Donc c'est ça. Et il y a des familles qui choisissent ce mode de vie-là parce que, en fait, encore là, je dis choisir, mais c'est pas un choix. Ils sont forcés de se tourner vers ça. Et donc, c'est ça. Eux, ils arrivaient à s'en tirer. Ils avaient trouvé un bateau avec 2 chambres, une salle de bain. Et donc, c'était 2000 $ par mois environ que ça leur coûtait. Incroyable. Et même dans un des reportages, on voyait un des commis qui travaille, c'est à la Marina Key West, qui disait qu'il lui recevait de plus en plus d'appels de gens qui se cherchaient une alternative ou en fait une option pas trop chère pour se loger. Donc, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Tu veux pas découvrir, genre, après avoir fait ce move-là, que toute la famille a le mal de mer? Ouais. Non, effectivement. Quoique, généralement, on bouge pas trop. Et il ne faut pas avoir peur des rats, je pense aussi. Si je ne me trompe pas, les gens que je connaissais qui habitaient dans des péniches à Paris, en tout cas, il y avait des rats qui rentraient. ouais. Tu sais, quand tu es au bord de l'eau. Là, ouais, non, j'avoue. Non, c'est ça, mais il y a des avantages. Donc, les gens soulignaient, nous, on a une vue exceptionnelle, ça nous coûte pas cher. Mais le désavantage aussi, on le disait tout à l'heure, par exemple, en hiver, c'est toute la question de, il faut gérer les glaces qui peuvent abîmer notre embarcation et tout ça. Et aussi, c'est que c'est pas... finalement, acheter un bateau pour y vivre, c'est pas un investissement. C'est essentiellement toute cette affaire-là, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure, c'est comme vivre dans son char, mais sur l'eau, parce que le bateau, ça va la valeur de ce bateau-là va se déprécier. C'est ça, c'est pas un investissement. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout ça que je trouvais... En tout cas, il y avait quelque chose là-dedans qui me dérangeait profondément parce que, on peut, si on est dans une espèce de bateau de luxe comme le Touch, ça va. Mais la plupart des gens qui se tournent vers cette solution-là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est une espèce d'effet collatéral de la pénurie de logements ou de la hausse des loyers, le phénoménal. Et là, vous y reviendrez peut-être dans une prochaine chronique, mais moi, je disais aujourd'hui, entre autres dans les journaux, que là, le crime organisé se tourne vers l'immobilier pour blanchir de l'argent, et c'est ce qui aurait expliqué, entre autres, les grandes hausses de la valeur des maisons. Et donc, à Vancouver et à Toronto. Et là, la prochaine cible, c'est Montréal. Alors, c'est des grands groupes organisés qui achètent de l'immobilier. Évidemment, c'est des résidences de luxe, mais tout ça tire les loyers par haut. Mais merci beaucoup, Barbara. Très éclairant. J'ai quand même un fun fact que je recycle, en fait, et je suis obligée de dire recycler parce que Nabi était là la dernière fois que j'en ai parlé, a fait du bruit à Radio-Canada. Mais j'avais fait la petite recherche et pour le fun, le Touch est alloué. Et moi, en tout cas, c'est une information. On se rappelle le Touch pour les gens, parce qu'on a les mémoires courtes au Québec. À Cursa. Oui, voilà. Voilà, merci. Et c'est disponible à location à la semaine. En fait, c'est le bateau où le Conseil des ministres libéral se réunissait pour élaborer les budgets. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce bateau-là. Beaucoup de un lac à l'épaule. En tout cas, c'est quelque chose. Donc, c'était loué? Oui, disponible à la location, 80 000 US, un peu un peu plus de 100 000 canadiens par semaine. Voyons. Oui, non, c'est pas des blagues. Ça pourrait être un beau party de Noël, moi, je trouve, comme je propose. Un rap party. Un rap party. On va y penser. Merci beaucoup, Barbara. Et là, on va terminer cet épisode avec vous, Godefroy Lorando, parce que là, c'est le costaud. C'est le sujet, tous les sujets étaient quand même costauds, mais celui-là, c'est deux gros sujets là, que vous allez nous c'est un gros sujet, partager. mais je pense que ça va bien se passer, Fred. Ben oui. Oui, parce qu'en fait, je vais vous parler de la première balado que moi j'ai écoutée, donc peut-être qu'il y a des oreilles ici qui les ont entendues. Il s'agissait d'une balado qui faisait un peu l'apologie de la science. Ah! Ça va vous surprendre venant de moi. Vous savez que j'ai étudié en biologie, ensuite je suis tombé en petite enfance. Vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai été autant touché par cette balado-là. C'était une balado, une entrevue de Harry Kroto. Donc, Harry Kroto, qui est un chimiste britannique, un prix Nobel de chimie en 96. Il a découvert en 85 une structure particulière du carbone. Cette fois-ci, je vous l'épargne. Je me retiens de vous expliquer ça. Il soulignait... On mettra la structure sur la page Facebook. Oui, mais en fait, pour vous donner une idée, la biosphère de la ronde, c'est exactement ça. Ah!
C'est une des structures du carbone. Bref, ça y est, je l'ai expliqué, je n'ai pas été capable. Alors, on y revient. Il prenait une partie d'une conférence et d'une entrevue qu'il donnait, qui était enregistrée donc, par Science Talk, qui était un podcast de Scientific American. Oui. Je l'ai écouté ça en 2013. Et lui, il expliquait à quel point la science était sans doute, à son avis, une des seules constructions intellectuelles capables de nous aider un peu à trier tranquillement le vrai du faux. Et il dérivait un peu en parlant d'éducation, puis c'est là que moi, ça m'avait beaucoup touché, étant donné que je m'occupais d'enfants de 4-5 ans pendant une quinzaine d'années au CPE. Et il expliquait en fait qu'une des choses les plus importantes que l'éducation devrait cibler, c'était d'apprendre à déceler quand la personne qui nous parle est en train de nous mentir. Tout simplement. Et donc, de développer l'esprit critique et d'apprendre simplement à questionner ce que la personne qui est censée nous apprendre quelque chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et j'étais moi-même, mon objectif finalement, c'était de faire douter les enfants sur le fait que j'étais crédible moi-même ou pas. Ah! Oui. C'est intéressant. Et encore aujourd'hui, je vous mets un peu au défi. Après ça, on a peur que les femmes voilées manipulent les enfants. C'est une bonne... mais je pensais à ça. Je me disais justement, si je pouvais faire permettre aux enfants de douter sainement de leurs parents, de leurs prochains profs et de moi-même. Et d'entendre ça d'un scientifique, j'ai gardé un extrait pour la fin que je vais vous faire entendre à la toute fin. Parce que, pour puncher un petit peu, mais bref, il était vraiment sur l'importance de la science pour finalement baser nos discussions tout simplement sans prétention, parce qu'il y a la science est orientée, on en a déjà parlé ici souvent, mais sur une période de 10, 15, 20, 30 ans, ultimement, on peut toujours réviser. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va challenger la recherche au centre, et qui va la ramener. on peut dire. Et voilà. Et donc, c'est un peu le fondamental de ce que j'essaie de faire ici, de rester sur des faits et de ne pas trop prendre position, quoi que vous puissiez en penser, Fred. On commence par du solide, donc une recherche qui a été publiée cette semaine, une recherche de deux chercheurs, Catherine Eck et Marie Conley de Montréal, du département des sciences économiques de l'UQAM. Ils ont étudié 58 000 enfants de maternelle. Donc, à l'époque où ils ont fait l'étude, c'était pratiquement tous les élèves de maternelle d'une certaine région. Et ils ont simplement découvert, en questionnant les enseignants, que ils ont étudié les ratios, le nombre d'enfants par classe, en se demandant qu'est-ce qui serait le plus optimal. Et on s'est rendu compte que quand on dépasse 17-18 enfants par groupe, ça ne dérange plus bien si on rajoute un enfant ou on enlève un. Ça reste du pareil au même. Donc 17-18 enfants, c'est pas grave. Mais quand on descend sous la barre du 14 et qu'on oscille entre 14 et 10, soudainement, l'évolution des apprentissages est beaucoup plus tangible. Et ce qui est drôle, c'est que la CAQ, qui tient tant à établir ses maternelles 4 ans cet automne, pour les mauvaises raisons, pour les simples raisons que c'est une promesse électorale et point final. C'est une opinion, ça. En fait, vous croyez? Je pense pas que dans ce cas-ci, c'est une opinion. La CAQ le dit, on le dit, on va le faire. C'est ce qu'on va... Vous avez dit que c'était une mauvaise idée? Oui. Mais vous avez dit que c'était bien les politiciens qui respectaient leurs promesses tantôt. C'est vrai, je pensais justement à ça quand je l'écoutais dire. Mais j'imagine que la CAQ ne prévoit pas des petits groupes. La CAQ ne le prévoyait pas, mais sauf qu'il y a peu d'inscriptions. Et ce dont on se rend compte, c'est que par la bande, sans faire exprès, la qualité va être excellente parce qu'il risque d'avoir une dizaine d'enfants par classe. Et donc, ça augure bien. Bravo la CAQ. Pour saboter la CAQ, il faudrait tous inscrire nos enfants à la maternelle. Ça serait un vilain tour à leur jouer. Donc, c'est encore une fois la science qui nous permet de discuter sur des bases solides. Et voyez-vous, je dérive juste un petit peu, je donne une opinion et schlac, le fouet de Manal craque. Encore une fois. Et ça me fait plaisir parce qu'on est là pour en discuter. Puis ça me dérange pas d'affirmer quelque chose une première semaine puis de me rétracter la semaine suivante ou 15 minutes après. Il y a autre chose qui est sorti dans les médias et qui parlait vraiment d'influence. On apprenait que en France, la compagnie Monsanto, qui a été achetée par Bayer, qui doit regretter amèrement son achat. Cette PME d'engrais? Oui, cette PME d'engrais. Donc, en 2016, on découvre en France en ce moment que Monsanto a investi beaucoup d'efforts pour séduire à peu près tout le monde, pour sauver la face, parce qu'au même moment, l'OMS publiait des recherches scientifiques qui avançaient que le glyphosate était un cancérigène probable. Donc, il restait juste à faire les tests sur les humains, mais disons que ça sentait pas bon. Et ils ont investi beaucoup d'énergie pour cibler les personnes les plus influentes en France. Et le scandale qui est sorti cette semaine, vous l'avez peut-être vu, mais je l'ai pas vu beaucoup dans les médias ici, c'est tout simplement, ils ont trouvé, il y a une fuite d'un organisme de relations publiques qui s'appelle Fleischmann Hillard, et c'est eux qui ont monté une base de données pour
Monsanto dans laquelle il y avait une centaine de noms. Il y avait des politiciens, des journalistes, des animateurs, des personnes très en vue. Et là où ça devient assez intense, c'est qu'on avait le numéro de téléphone privé, des numéros de téléphone qui ne se retrouvaient pas dans les annuaires, donc des trucs... donc, ils fichaient sur la liste rouge, exactement. Et plus que ça, on ciblait avec une cote de 0 à 5 à quel point ils étaient pro-pesticides ou pas. Et il y avait des kits de presse qui étaient envoyés, des tweets déjà prêts, des graphiques pour relayer le discours de Monsanto. Et ils ont fait le tour de plusieurs personnes fichées et évidemment, personne n'était au courant. Et en France, c'est interdit tout simplement de ficher. Ils n'étaient pas au courant, mais ils allaient faire des voyages sur le touch, par contre. Ça n'allait pas jusque-là, mais par contre, on parle vraiment de tenter délibérément de suivre les gens et de les manipuler. Mais vous savez qu'il y a eu le même cas ici avec l'industrie pétrolière il y a quelques années. Et on s'était rendu compte que certains chroniqueurs, dont je crois, si ma mémoire est bonne, Mario Dumont était sur cette liste-là comme étant quelqu'un qui était assez pro-pétrole et qui pouvait, dans ses chroniques, influencer. Ils avaient fait une liste comme ça qui était sortie dans les médias. Et en fait, pour continuer là-dessus, il y a des... Ce qui est étonnant de Mario Dumont. Il y a un homme d'une grande rigueur. Oui. Il y a des extraits vidéo où on voit un sénateur français nommé Bizet, qu'on ne connaît pas, mais qui a un discours qui est clairement teinté d'un de ces tweets-là, de préécrit. Il dit le glyphosate est cancérigène au même titre que le café ou les charcuteries. Ah. Et voilà. Donc, ça fait un petit raisonnement bien... Un petit shot de Roundup. Oui. Finalement, Monsanto, qui voulait sauver la face à une époque où leur cote baissait énormément, ont investi dans des documents qui sont aujourd'hui illégaux et ils se font poursuivre tous azimuts aujourd'hui et ça leur a coûté très cher et leur image continue à se déprécier. Et Bayer me font pas pleurer, mais ils ont l'action en bourse de Bayer a perdu une valeur de 30 milliards de dollars depuis qu'ils ont acheté Monsanto. Bravo! On est content. On est bien content. Un autre endroit où on essaie de tenter d'influencer la source d'information, c'est le cas de Coca-Cola. Oui. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'Université de Cambridge qui a sorti ça. 5 universités ont des contrats de financement, des ententes de financement avec Coca-Cola. Oui. Coca-Cola, évidemment, qui aimerait bien qu'on parle d'eux en bien, plutôt que de simplement dire que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Et ces ententes de financement-là ont des clauses qui, pour ceux comme Harry Croteau, s'intéressent aux faits et en fait à s'éloigner de tout ce qui pourrait influencer la recherche. Voici le genre de clause qu'on retrouvait. Coca-Cola se réservait le droit de stopper des recherches en cours ou encore de supprimer des informations de santé qui seraient critiques à sa réputation. Et là, je ne l'invente pas, c'est sorti, et même l'Université de Toronto qui a été touchée par ce scandale-là. Ça nous rappelle les histoires de Monsanto, encore une fois. L'industrie du tabac a eu les mêmes stratégies, les pharmaceutiques aussi. Mais ce qui est pire, je trouve, là-dedans, dans l'histoire de Coca-Cola, c'est que là, on voit tout le problème du sous-financement des universités quand l'argent ne vient pas du public. Et je le sais que nos gouvernements essaient de nous vendre que l'industrie peut financer des recherches, c'est pas nécessairement biaisé, mais là, on le voit, c'est ça le problème. Et ces recherches-là, ils finançaient pas des recherches pour dire que le coke est extraordinaire, c'est qu'il y avait la possibilité de dire à l'université, cette recherche-là, je l'aime pas, et mon financement pourrait être et en fait, même si Coke... Pourrait être amoindri si vous ne faites rien. Dans ce que j'ai lu, Fred, il n'y avait pas de preuves. Mais sauf que la simple existence de la clause influence les chercheurs dans leur recherche, évidemment, parce que tout le monde a le goût de travailler et d'être payé. C'est ce qu'on appelle une forme d'autocensure. Exactement. Puis évidemment, suite au scandale auquel je faisais référence de l'industrie pharmaceutique, des papiers, des papers, Monsanto Papers, il y a eu des règlements d'éthique qui ont été de plus en plus élaborés dans les universités. Il faut croire qu'il y a encore des failles parce que ce dont on parle là date de 2016. Ouais. Et donc, tout ce que ça nous dit, c'est que oui, on peut se baser sur les résultats de la recherche, mais si cette recherche-là est orientée, on a un sale problème. Et fondamentalement, si on veut construire notre réflexion puis réfléchir sur des bases qui sont de plus en plus le plus factuelles possible, il faut être extrêmement vigilant, même des recherches qui semblent sortir de l'université. Une chance que ces vérités-là finissent par sortir. C'est la seule nouvelle qui est un peu agréable. Pour terminer, je me ramène à mon ami Harry Croteau. L'extrait qui m'avait tellement fait capoter, il était devant une foule de scientifiques et je vous le raconte comme lui le raconte, je m'approprie son discours pour terminer. C'est dégueulasse. À la sortie de la brasserie, il y a des manifestants déjà. Il est décédé, Harry Croteau, en 2016. Justement. Bien fait! Jugez-moi, allez-y. Il se tourne vers sa gang d'étudiants et de scientifiques, shiny scientifiques, et il leur dit, vous le savez, le soleil se lève d'un côté,
traverse le ciel et se couche de l'autre côté. Si on s'était fié toute notre vie au gros bon sens, on se dirait bien évidemment que le soleil tourne autour de la Terre. Si on se base sur le gros bon sens, c'est le genre de conclusion que personne va contredire. Eh bien, lui disait évidemment, Galilée et Copernic se sont battus avec plus ou moins de succès pour prouver que c'était plutôt la Terre qui tournait sur elle-même. Mais c'était contre-intuitif. Il faut que quelqu'un arrive avec des faits et des preuves. Et là, il se tourne vers la foule et il dit, évidemment que vous êtes tous d'accord que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais est-ce que quelqu'un dans cette salle de 300-400 personnes pourrait lever la main s'il sait sur quelle base? On sait, Galilée et Copernic se sont basés pour avancer cette révolution-là. Silence. Personne ne le sait. Et il leur dit en terminant, vous avez accepté beaucoup de choses, mesdames et messieurs. C'est le temps de se questionner. C'est l'extrait que j'ai gardé pour vous, qui est en anglais. We have to learn to be very careful and question everything. Let me just check. How many of you know the evidence for Galileo to say that the Earth was going around the sun? Put your hand up. You've accepted it. Almost nobody's put their hand up. It's incredible. Look at yourself. You've accepted this. You've accepted a lot of things without evidence. Find out what the evidence is for that. Find out what the evidence is for everything that you accept. J'irai pas dans le sud avec lui, en tout cas, ça doit être quelque chose. Vous pourriez pas y aller, Fred, mais si jamais vous utilisez des nanotubes, vous utiliserez sa technologie. Mais bref, notre Harry Cotto, ce qu'il nous explique, c'est que malgré qu'il y a des évidences qui semblent nous tourner autour, il faut se questionner et toujours questionner les preuves. Et c'est ce que je me propose un peu de faire ici en toute humilité. Je suis pas un scientifique, je fais plus de recherche maintenant, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous apporter à nous tous un petit effort de baser ce qu'on raconte non pas sur des opinions, mais sur des faits. Et si jamais d'autres faits nous sont rapportés, de se corriger et de s'amender. Bref, hail to science! Oui! You've accepted a lot of things. Nous avons accepté beaucoup de choses. Il est temps de vérifier les preuves tous ensemble. Vive la science! Oui, puis il est temps de terminer cette balado parce que c'est un épisode fleuve. Et en plus, il y a des enfants qui peuvent jouer au baby-foot. 5 heures de plaisir. 5 heures de plaisir. Il y a des enfants qui peuvent jouer au baby-foot. Et là, ils peuvent le faire parce que ça conclut ce 12e épisode de balado de Fred Savard. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. C'était l'épisode fleuve qui s'est bien passé. Merci à Mathieu Bellil. On achète l'inconvénient. On va lire votre texte et tous les autres aussi sur toute cette réflexion sur la moralité dans l'art. Et on achète votre essai Bienvenue au pays de la vie ordinaire, paru chez les Méac, toujours disponible chez votre bon libraire. Si vous voulez venir assister aux enregistrements, c'est à ma brasserie pour le mois de mai. Les dates sont sur eventbrite.ca à la balado de Fred Savard. Les détails sont sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire. De plus en plus, on reçoit des messages et ça fait vraiment plaisir. La plupart sont positifs, mais même si c'est négatif, écrivez-nous. Parfois, on veut s'améliorer. La semaine prochaine, notre invité sera l'humoriste Guillaume Wagner, entre autres, et peut-être Luc Ferrandez. J'ai envoyé l'invitation. J'ai hâte de voir, mais je pense qu'il est très sollicité. Mais on a confiance. Alors voilà, c'est ce qui conclut et bonne semaine à tous. On se retrouve dans vos oreilles la semaine prochaine.